Donc ça, c'est une des manières dont l'humanité peut s'éteindre, l'IA. C'est fou, hein. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est man-made. C'est nous qui l'avons créé. Parce que tu peux avoir des météorites, des trucs, tu vois, qui tombent du ciel. Mais nucléaire et IA, c'est des choses que nous, on a créées, en fait, tu vois. Donc, qui peuvent nous finir bêtement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 2 de Cocktails Club. Alors je devais changer d'invité mais les mecs se sont incrustés et ils s'imposent maintenant. Vous les connaissez? C'est notre émission, c'est la nôtre, c'est pas la tienne. D'accord. On a hijacké. Toi tu payes juste. je les invite et tout. Je me dis je vais inviter plein d'entrepreneurs super cool. Je me retrouve avec ces deux mecs là. Bon alors pour ceux qui les connaissent pas, Paul Lay, cofondateur, co-CEO de La Belle Vie, sponsor officiel de Cocktails Club. C'est pour ça que je peux pas me débarrasser de lui en fait. Si je veux avoir des cocktails, je suis obligé d'avoir Paul. Et Rassem, fondateur et CEO de Legal Place. Bon alors c'est quoi le programme aujourd'hui? Parce que l'actualité est méga chargée les gars. Alors franchement c'est chaud. Antoine Martin. C'est le mec je pense qui a bouffé le plus de temps de la French Tech ce week-end. Ouais. On parle de Amo. Oh, T'es sur Amo? faut expliquer. T'es toujours pas à rentrer là. Le mec, attends. Parce Je l'invite, il me dit mais attends, ça me demande mes contacts. Ça va inviter mes potes? Bah oui. Non, T'es toujours fatigué en plus. non, c'est pas que ça invite Pourquoi pas tes potes, c'est toi qui choisis à quel pote Bien tu sûr. veux Bien envoyer, sûr, non bah, c'est un réseau Pourquoi social. Pourquoi t'es pas rentré? Non, parce qu'à un moment, il me demande l'autorisation pour avoir accès à tout mon carnet d'adresses. Ouais. Bah Pourquoi ouais. t'as Elon Musk sur ton carnet d'adresse? Bah, peut-être. Non mais tu peux sectionner par la suite. Comment? Et de toute façon tout ton carnet d'adresse est déjà sur un mot. Bah oui, par tous tes potes Bah Oui. qui sont rentrés. C'est qui vrai. ont Sauf fait Elon Musk. Bah écoute, Non, mais t'as raison. donc au final. Non, mais tu c'est t'en juste, cette étape-là, c'est une En fait, c'est marrant parce que c'est une mini friction, tu vois. Et la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur les frictions qu'il y a sur les sites e-commerce. Ok, et j'avais dit, quand ils ont inventé, je suis déjà. Non, je veux pas de compte, je reste invité. Ils ont créé ce bouton-là et ça a explosé en conversion. Je t'avoue, moi je suis une vraie victime de ce truc-là. Oui, moi aussi, Moi, j'utilise beaucoup. Je dis je veux continuer à inviter et je finis par créer un compte. Exactement. J'ai Et dans vu la vidéo, ton- j'expliquais ce truc. J'ai vu T'as vu ta story, elle est top. Et en fait, j'ai des commentaires de gens qui me disent genre, un mec avait besoin d'un truc, il va pas acheter parce que il faut se loguer. Je dis pas ouais. Ah ouais. Parfois, bah, moi j'ai eu le hype tout le week-end, comme vous, de ce truc-là. Il y a une mini friction, j'ai dit je ferai plus tard. Mais c'est la majorité. Hein. Ouais. Les gens qui droppent le panier à cause de cette friction là, c'est énorme. Hein. Alors qu'ils allaient acheter. Les gens croient que puisque tu avais besoin de l'article, Chaque mouvement de souris, des coordonnées en clic, plus, machin, le clic, machin, etc. est une friction et ça fait dropper le panier. Mais par contre, moi je suis pas d'accord parce que Amo, ça a été l'un des meilleurs onboarding que j'ai pu connaître. C'était intuitif as fuck, tu vois. C'est l'app consumer en Europe ou en France plus virale avec une telle vélocité et rapidité. Hein. c'est quoi l'application? Il a C'est quoi si je vais la il a fait décrire une masterclass d'onboarding. Il a tous les early adopters de la tech. Il les a eu en 24 heures. Quoi. Ouais. Enfin, il est hyper fort. C'était quoi c'est quoi l'app? Elle fait quoi? Comment tu l'as décrit? C'est un nouveau réseau social, une nouvelle façon de communiquer. Tu vois, tu as un board et tes copains. C'est Miro. Ouais. Tu vois Miro ce que c'est? Miro les photos. Non, Miro, Avec un I. M-I-R-O. C'est une sorte de board infini où tu peux faire des dessins Ah oui, et tout oui, dessus. je vois. Et bien en fait, c'est exactement. J'ai ressenti. Miro, mais J'avais social. l'impression de. Ouais, Miro social, mais en fait, tu vas sur le board de tes potes et tu peux dropper des dessins ou des photos que tu as avec eux, ce qui représente ta relation avec cette personne-là. Tu vois, par exemple, moi, je suis allé sur son truc, j'ai mis un Wagyu, tu vois. Pas mal. Voilà. Quand tu rejoindras Amo, tu pourras aller sur son board, tu trouveras un petit Wagyu. En plus, il m'envoie un truc sur Test Flight, l'invitation. Le mec, il a cassé Test Flight. Ouais. Mais t'imagines, je sais pas, il y a des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est une ouais, friction de incroyable. ouf, Test Flight. Et Tu vois. que des influenceurs, que des gens de la Et malgré tech. ça, ça marche. Non, mais là c'est dispo. Sur Là, l'App c'est bon. Store. Ouais. Ah, ils l'ont fait parce que c'était pas encore validé par l'App Store, un truc Non, comme mais ça. Tu vois, enfin. Pour Les tester. gens- T'es bêta. Bêta. Bah oui. Je t'avoue, j'ai quand même envoyé un message sur LinkedIn à Antoine. Je dis Antoine, là, je suis en train de FOMO de ouf. Tout le monde est sur Amo, pas moi. Invite-moi, bordel de merde. Ah, t'avais pas d'invite? Hein? Non, j'ai pas d'invite, mec. Pour Ah info, ouais, je me rappelle dans mon carnet, j'avais expliqué tout le monde et je suis arrivé à ton nom, j'ai sauté. Bâtard. En fait, pour info, la boîte, il y a plein de structures autour, tu vois, des holdings, etc. Et tous les founders ont utilisé Legal Place pour créer toutes les structures. Du coup, t'as genre 10 ou 20 structures, je sais plus, qui ont oui, c'est vrai. été créées sur Legal Place Parce qu'il y a, pour lancer Amo. tous les 10 personnes ou 20 personnes qui sont dans Amo sont toutes associées co-founders de Amo. Ah oui, ok. Je savais pas ça. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, Amo est fondé par Antoine Martin, Antoine Martin. l'un des cofondateurs de Zenly, que j'ai connu avant Zenly avec une boîte qui s'appelait Alertus.
Je sais pas si tu te souviens de Alertus. Alertus, ouais, c'était l'ancêtre de Zenly. Ouais. Exactement, c'était l'ancêtre de Zenly. Zenly est une itération de Alertus. Pour moi, Alertus, c'était l'app que j'allais télécharger sur le téléphone de mon gosse quand j'aurais eu un gosse pour pouvoir le traquer si jamais il se faisait kidnapper. Donc en fait, Tu vas loin, toi. T'es le survivaliste. C'est ça. Non mais Alertus, en gros... Mais prends un Apple... comment on appelle ça là? AirTag. AirTag. Tu lui mets tac et puis c'est bon. Et la force en fait de Alertus et de Zenly, c'est qu'il y avait une technologie sous-jacente qui pourrait faire du tracking GPS sans flinguer ta batterie. Parce que toutes les technologies de tracking GPS en permanence allaient flinguer ta batterie. Eux, ils ont fait un algo. Et d'ailleurs, il y a un mec que j'aime beaucoup qui bossait dans l'équipe engineering de Zenly qui s'appelle Steve Morin, que tu connais peut-être. Et la techno permettait de faire ça, donc d'avoir une position accurate de ton réseau. En permanence. Sans flinguer ta batterie. Et c'est ça que Snapchat a racheté. Parce que Zenly s'est fait racheter, c'est l'une des plus grosses acquisitions de start-up consumer françaises. C'est la plus grosse, hein? Ouais, c'est la plus grosse. Ils se sont fait racheter pour 300 millions. Et Zenly est resté une application et un produit à part qui a fonctionné aussi longtemps que Snapchat l'a. Ouais, c'était quand cet été là, non? Ouais, c'était récent, ils ont fermé. Mais ça doit être un truc du genre si tu bouges ton téléphone suffisamment pour changer de position, c'est là où il active le GPS pour updater. Ça doit être un truc comme ça. J'en sais strictement rien. Je sais pas si c'est ça, parce que en fait, les routines derrière, en fait, elles doivent être quand même, doivent avoir accès à certains éléments pour pouvoir s'activer. En fait, c'est peut-être, est-ce que quand tu ouvres l'app, je récupère ta data et puis je reste pendant quelques minutes. En fait, avec un algorithme de machine learning, je peux savoir que si tu ouvres l'app, je vais plutôt activer le tracking de telle à telle période et puis arrêter, et puis j'ai pas besoin d'être 100% accurate, je sais pas. Mais c'était un truc super. Et là, they're back at it avec une super app qui s'appelle Amo. Et c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, Paul? C'est déroutant au début, mais comme tu vois qu'il y a tout le monde, t'as envie de tester et gratter. Et puis, ça me rappelle Clubhouse, tu te rappelles? Ouais, mais en fait, ça fait que 3 jours qu'on est dessus. Il y a tellement de monde qui arrive sur cette app et qui mettent de l'interaction sur ton board. Bah, en fait, tu y vas 2-3 fois par jour pour vérifier, pour interagir avec les gens, les onboarder, parce qu'ils te demandent d'entrer dans ta communauté, ils te demandent de pouvoir s'inscrire sur l'app. Donc voilà, ça fait 2-3 jours. C'est rigolo, mais c'est vrai qu'au début, c'est assez déroutant. Mais est-ce que c'est pas ça aussi l'innovation? Et les mecs, ça fait 9 mois qu'ils travaillent sur cette app-là. C'est super rapide dans ce monde-là. Ils ont levé 5 millions déjà avec Non, ils ont levé 18 millions. 18 millions, ouais, magnifique. C'est huge. Ouais, c'est huge. Mais le potentiel est là. On voit très bien les projets. Et l'équipe est top. Je sais pas si t'as vu tous les Easter eggs qu'il y a dedans. Je m'éclate. J'ai pas vu. Mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Hein, tu vois. Et les apps de merde comme TikTok aujourd'hui, tu sais très bien que ça ruine le cerveau. Facebook, bon voilà, c'est ça l'abandon. L'algorithme, voilà, on sait très bien le mal qu'il a fait. Twitter, il y a de plus en plus de monde qui se barre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est peut-être le moment de révolutionner ça et ils sont dessus. Voilà. Est-ce qu'ils vont réussir avec Amo ou une itération d'Amo? Je leur souhaite. Mais en tout cas, il faut dire que en 3 jours, il a fait une masterclass. C'est clair. D'onboarding. De viralité. Enfin, avant, tu prenais une app, tu la mettais sur Product Hunt. Lui, il est arrivé, il a mis sur Test Flight, il a cassé le game. Mais c'est ça, les experts. Hein. Ouais, et il a un onboarding qu'ils ont appris sur Zenly. Et puis voilà, les mecs, c'est vrai que ça fait 15 ans qu'ils font le consumer. Très proche de celui de Zenly. Ouais, le sujet des agendas contacts. Zenly, c'était une expérience de fou. L'onboarding était malade. Enfin, à un moment donné, ils se sont cassés la tête, Zenly. Tu sais très bien que dans la tech, quand tu fais les choses simples, c'est des heures et des heures d'itération. Absolument. Moi, je connais le CTO de Zenly, qui est aussi le CTO de Amo. Il m'avait raconté à l'époque, en fait, quand ils avaient les chiffres, quand ils montraient les chiffres de Zenly, ils disaient voilà combien on a de users dans le monde, Brésil, France, Japon, machin. Et ils avaient énormément en Chine. Ça a explosé un jour. Au Japon? Il y avait le Japon qui marchait très bien, mais ils avaient beaucoup d'users aussi en Chine, tu vois. Et tu contrôles pas, l'application est virale, elle part partout dans le monde et à un moment ça. C'est le gouvernement chinois qui l'installait par défaut sur les téléphones. Non, attends, justement, en parlant de gouvernement, en fait, le truc, il m'a expliqué que quand ils montraient leurs chiffres à des invests, ils disaient jamais combien ils avaient en Chine. Ils faisaient comme si, ils write-off, ils faisaient comme si ça n'existait pas. Et la raison, c'est qu'ils disaient que, en fait, du jour au lendemain, de toute façon, les Chinois, quand ils lanceraient le copycat, ils allaient fermer Zenly. Et donc, ils pouvaient pas vendre à des invests que voilà, on a tant de millions de users en Chine, tu vois. Après, moi, sur Amo, je pense que c'est réseau social. Qui dit réseau social dit que c'est extrêmement risqué. C'est un pari, c'est un moonshot, quoi. C'est que tu te dis, si ça marche, c'est huge, c'est énorme, parce que c'est du B2C. Et ça revient à la pureté de la start-up, l'utopie. C'est tu balances un truc,
Ça devient hyper viral. Worldwide. Tu mises que sur les users. Il n'y a pas de business model, il n'y a rien. Mais tu prends l'attention des gens. Exact, l'attention. Et tu sais que si ça fonctionne, tu peux avoir un Facebook, un Twitter, un TikTok européen. Exactement. Et il est sur ça. Et tu peux que l'encourager. Oh, c'est bullish. Hein. C'est hyper ambitieux. Après, je pense que c'est pas la seule app qu'ils vont lancer. Non, c'est une itération. Elle s'appelle ID. Ouais. Ah oui. Le truc s'appelle Amo. Je vois, tu dirais une vision. Je pense qu'il y a une vision plus globale, transverse sur le truc. Parce que je vais te dire un truc. Je pense pas que cette app ait été conçue pour te prendre ton attention et tes eyeballs longtemps. Je le vois, hein, ça nécessite un investissement de ouf. Moi, tu vois, par exemple, je suis en train de construire mon petit wall sur Amo. Je vais mettre, tu vois, mes petits investissements. Il faut que ça me ressemble. Donc, je mets mes petits investissements, ce que je fais au quotidien. Je mets mes petits wagyu à côté. C'est approprié le truc, hein. Non, mais à un moment donné, et tu sais quoi, tu bosses, j'ai toi, pas eu le temps. Non, mais j'ai pas Dis la vérité, tu bosses ou pas? Un peu. Il délègue. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de le faire. Tu vois, j'ai pas eu le temps. Et du coup, je me dis, je vais prendre le temps. À chaque fois, je me dis, ouais, je vais prendre le temps. Et quand je vais le faire, bah, c'est bon, j'ai fini. Et après, derrière, tu vois, je vais avoir l'activité de tous mes potes, de tout. Bon, ça me rappelle aussi un truc. Alors, ça, c'est pour les OG. Je sais pas si vous vous souvenez. Toi, tu dois t'en souvenir. Un truc qui s'appelait Pearl Trees. Pearl Trees, ouais, c'était pas mal. C'est pas mal. Ouais, je me souviens, mais la meilleure app consumer réseau social, et je pense que si elle ressortit aujourd'hui, ça ferait un carton, c'est Pass et ATH. C'était super joli. Et c'était un réseau social uniquement pour tes 20 ou 50 meilleurs potes. Et c'était vraiment super shadé comme design. Mais tu vois, le challenge que Amo, en tout cas ID, l'app ID va avoir, c'est d'avoir de la stickiness dans l'usage. Je vois pas comment une personne qui a fini de faire son wall, qui se dit putain c'est bon, c'est parfait. Tu vois, par exemple, j'ai un pote qui est un ancien de Zenly qui bosse maintenant chez Photoroom d'ailleurs, API de Photoroom utilisé dans Amo, il s'appelle Ahmed. Il a fait un truc exceptionnel. Tu vois, le mec il a pris une photo d'un meuble qu'il a mis sur Amo, qui s'est fait détourer par Photoroom. Il a commencé à mettre des trucs sur le meuble, tu vois, genre des livres, des photos, des trucs. Je dis putain, c'est super smart, c'est super intelligent. Mais une fois que t'as fait ton truc, une fois que ça te ressemble, tu vas pas revenir. Tu upgrades, tu casses et tu refais, non? Oui, mais non. Enfin, c'est difficile parce que tu as tellement d'engagement. À construire. Ouais. T'as passé tellement de temps à le faire, tu vas pas le refaire. Donc, soit ils arrivent à trouver une incentive et un moyen pour que tes potes viennent foutre la merde dans ton espace. Ils peuvent pas aujourd'hui. Si. Mais il faut qu'ils trouvent un moyen d'amener les gens à foutre des trucs chez toi pour que tu puisses les ranger et dire bah attends, ça va pas là, ça je vais foutre plutôt là, machin. Soit je pense que ça risque d'être juste un truc qui définit ton identité, d'où le nom de l'app ID, et qu'il y aura une autre app à côté. Et là, pour exploiter. Ouais, je pense. Tu prends le pari? Tu prends le pari? Je sais pas, on va demander à Antoine. Pourquoi toi tu paries contre? Non, moi je parie rien. Moi je souhaite juste que les gens ils cartonnent. Si tu dois miser sur un mec aujourd'hui, on le consumer sur Antoine. Quoi. Ah, mais c'est clair, c'est les meilleurs gars. Ils vont itérer, c'est sûr, hein, que l'app va devenir ouf et hyper stickiness. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et on veut tous un réseau européen français aussi. Ah, mais c'est sûr. TikTok, j'en peux plus. En fait, c'est addictif. Mais si t'as pas un peu de recul sur cette app-là, c'est fini. T'es hacké, ton cerveau. T'es hacké et ton cerveau, il est hacké. Je parlais avec un jeune là tout à l'heure qu'on voulait recruter. Et le mec, je lui dis, bah, tu veux pas, parce que moi aussi, je me lance dans une stratégie TikTok similaire à celle de Rassem sur la partie influenceur. Je dis, bah, tu peux me suivre sur TikTok. Il me dit, non, j'ai pas TikTok. Je lui dis, ah bon? Il me dit, ouais, c'est trop addictif. Moi, dès que je commence TikTok, je peux pas m'arrêter. C'est un truc, ça te bouffe le cerveau. Bien sûr. Il y a une vague chez les jeunes aujourd'hui, je pense, une nouvelle génération qui est un peu en résistance à ça. Où ils sont pas connectés, ils ont pas d'Instagram. Ouais. Moi, j'en ai plein des jeunes qui sont 23-25 ans, dans cette génération-là, qui n'ont pas d'Instagram, pas de TikTok. Mais c'est un geste conscient, c'est-à-dire qu'ils se disent je résiste. Ils auront Amo. Ils auront peut-être Amo, ouais. Non, mais regarde peut-être des podcasts ou des trucs, mais pas un truc à la TikTok rapide, de consommation, tu vois. Peut-être qu'ils sont sur Twitter, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une résistance, il y a un mouvement de résistance, un retour de bâton. Il y a une génération hyper addicte qui est native, qui a consommé, qui a grandi avec ça. Et celle d'après qui dit ok, j'ai vu les autres, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Ça donne l'espoir, quoi. Qu'il y a peut-être un pouvoir d'autocontrôle. Ça donne un peu d'espoir parce que franchement, tu vois, sur la masse, c'est dur. T'as envie. C'est clair. Franchement, tu prends un peu de recul, tu vois le dégât que ça fait. Toi, tes enfants, ils ont accès aux écrans Ouais, ils ont accès à tout, mais sous contrôle. C'est l'éducation. Tu vois, ils ne pourront pas avoir une vie sans écran, sans informatique, déconnecté. Tu ne peux pas faire ça. Mais par contre, il faut leur apprendre la réflexion, l'analyse, savoir prendre du recul. Pourquoi tu fais ça? Voilà. Tu
Bah, ça, c'est très important et c'est ce que je m'efforce de faire en tant que père de famille. Hein. Ça, et je pense que tout le monde devrait le faire, mais tout le monde n'a pas ce recul-là. Tout le monde n'a pas nos savoirs sur la tech. Parce que nous, dans la tech, on peut savoir les dégâts que ça fait. Quoi. Voilà. Bah, Steve Jobs ne laissait pas ses gosses avoir accès aux tablettes et compagnie. Hein. Il les a bien niqué. Hein. Il a fait l'iPhone et l'iPad. Ouais, hein. Voilà, c'est lui qui a fait ça et derrière, il te dit non. Et d'ailleurs, de plus en plus d'études montrent que les troubles de l'attention et l'hyperactivité viennent de ces outils-là. Mais bien sûr. Complètement. Mais tu sais pourquoi ? Moi, j'ai une théorie sur ça. Ma théorie, c'est que on est rentré dans une ère où tu n'as plus à être patient pour accéder à ce que tu veux. Tout est instantané et immédiat. Je me souviens, mec, quand j'étais gamin, je voulais regarder Captain Planet. Je devais attendre mardi, 16h30, sur Cartoon Network, pour regarder Captain Planet. Là, aujourd'hui, je veux me binger tout Captain Planet. Je vais sur Netflix ou sur YouTube. Je me binge Captain Planet. Du coup, quand t'es gamin, tu connais pas la frustration. On t'a appris que tu pouvais avoir accès à tout ce que tu voulais. Tu regardes l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, puis après, on te met un petit truc. Il y a Batman à côté. Tu regardes Batman. Après, putain, il y a Superman. Tu regardes Superman. À un moment donné, en fait, ton cerveau, il va pas se wire correctement, tu vois. Mais est-ce que sur Cartoon Network, t'étais pas en mode binge, mais juste pas la même série ? Non. Il y avait Captain, après c'était je sais pas quoi. Juste avant Captain Planet, j'avais la Serendipity des Jetsons, tu vois. Et donc je regardais les Jetsons avant, je regardais la fin de l'épisode des Jetsons. Oui, mais du coup tu consommais du contenu pendant un moment, quoi. Je consommais du contenu, mais je consommais du contenu 15 minutes avant le truc que je voulais regarder. Ah oui. Parce que je savais que Captain Planet arrivait à ce moment-là. Oui. Et du coup, je prenais mon mal en patience. Et je le regardais sans vraiment regarder. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Netflix, YouTube et compagnie, en fait, tu cliques, c'est immédiat, c'est instantané. Je pense que l'absence de frustration, c'est un truc qui est en fait très néfaste pour le développement du cerveau des enfants. Pas juste l'absence de la patience, mais l'absence aussi de l'ennui. De l'ennui. Oui. Tu t'ennuies plus. Ouais. Et du coup, tu peux pas être créatif, tu peux pas méditer, tu peux pas avoir des idées. Ouais. Tu es en passif. T'es en passivité totale en train de consommer. Mais après, sur la masse, tu vois, si tu regardes le temps d'attention d'un humain moyen, avant c'était la télé, comme tu dis, tu vois. Ouais. Il passait 3 heures, je pense, par jour, 4 heures. C'était linéaire. Ouais, c'était linéaire. Mais passer quand même 3-4 heures en moyenne en France à regarder la télé par jour. Je sais pas si tu réalises, 4 heures par jour, c'est huge. C'est genre comme si tu regardais un film entier tous les jours, plus un JT, plus une émission de grande écoute, tous les jours. T'imagines ? C'est juste que t'avais pas le choix. Tu subissais le programme de TF1, de trucs. Et tu pouvais t'ennuyer. Tu pouvais ne pas vraiment regarder. Oui, tu pouvais vraiment avoir mauvaise chance et tomber sur un programme que tu détestes. Exactement. Aujourd'hui, je pense que ces médias sociaux-là, ils prennent le temps d'attention que la télé avait. Si tu regardes des générations entières aujourd'hui, ne regarde pas la télé en fait, tu vois. Genre, moi j'ai pas de télé chez moi et je n'en ressens pas le besoin, tu vois. Et je pense qu'il y en a énormément qui ont une télé juste pour brancher Netflix ou YouTube et ne pas la regarder sur un petit écran. Mais ils vont pas regarder une chaîne de télé parmi les jeunes. Complètement, les télés aujourd'hui elles sont connectées, mec. T'as Android dessus, t'as Netflix, t'as Disney Channel. Exactement. Et parfois, et maintenant, de plus en plus d'abonnements se passent par Starlink et t'as plus les box, mec. T'as même plus les box. T'as plus TF1, t'as plus France 2. Moi, j'ai pas de box. Ouais. Moi, j'ai une télé. La télé est tout de suite connectée à Internet. Et c'est pour les streams. Oui, exactement. Mais tu regardes pas une chaîne en particulier. Si, ça m'arrive, mais j'ai MyCanal. Je rentre sur MyCanal et je choisis le truc. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant. En fait, moi, je pense vraiment que l'approche qui a été prise de Hameau, c'est du slow social media. Je pense que c'est une approche qui est vraiment à contre-pied de ce qui se fait où en gros, tu es sur de la conso à fond. C'est plus que ça, parce que c'est centré sur les amis. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les réseaux sociaux, ça commence de plus en plus à être centré sur les créateurs. TikTok, tu regardes pas tes amis, c'est que les créateurs. Et du coup, Instagram, pour résister à TikTok, tu te rappelles pas, il y a eu une espèce de manifestation Instagram où les gens se sont vénères. Il y a eu un hashtag en mode « Arrêtez de nous mettre les créateurs sur notre feed, on veut aussi voir ce que mon pote dit, ce que mon cousin a dit, etc. » Et du coup, Instagram, ils se sont dit « Putain, il faut doser bien parce qu'il faut mettre beaucoup de contenu créateur pour que les gens restent, mais il faut mettre la naissance. » Du coup, ils ont un algo où si tu as une naissance, ils vont la mettre de ouf, s'ils détectent un bébé. S'il y a un mariage, ils le mettent à fond, mais tout ce que tu dis d'autre, tes potes ne le voient pas. Si tu donnes une opinion sur, je sais pas, la politique ou autre, c'est très peu de chances de passer en concurrence avec tous les créateurs qui font du buzz, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, au final, le game, c'est de te faire rester le plus longtemps possible. Donc, si tes potes racontent des choses boring, il vaut mieux que te mettre un créateur qui
qui te happe dans un nouveau cycle. C'est vrai. Et tu repars, quoi. Et par contre, ce qui change par rapport à la télé, parce que si tu passais 4 heures avant sur la télé et que tu transfères ça aujourd'hui, le grosse différence, c'est que la consommation de 2 heures de film pour attendre un moment de pic, genre le moment le plus important du film, c'est peut-être 1 ou 2 moments de rush d'adrénaline, tu vois. Là où TikTok, aujourd'hui, chaque vidéo d'1 minute, c'est un rush d'adrénaline. Donc en fait, avant, c'était slow quand même, comme tu dis. C'est du slow consumption. Ouais. C'est vrai que tu consommes, mais il se passe pas grand-chose jusqu'à 1 heure, tu vois. Sauf que sur TikTok, c'est chaque minute qui concentre tout ce qu'il y a eu comme énergie dans le film dans une seule minute. Mais imagine, tu enchaînes ça. Ouais, ta tête, t'es fatigué en fait. J'ai maté des films sur TikTok. C'est genre des films qui sont découpés en 14 stories TikTok. Mais tu vois, en fait, en gros, les mecs, ils te font des ellipses. Il y a des gens qui bossent à découper un film en 14 vidéos de 2 minutes. Et tu peux en fait mater un film de 1h45 mais ils enlèvent des choses. 28 minutes. Bien sûr qu'ils enlèvent des choses, mais tu vois l'essentiel. Oui. Non, parce que parfois tu passes le film aussi. Tu dis allez, vas-y, en accéléré. Ah non, moi je fais jamais ça. Par respect à l'art. Je trouve ça dégueulasse. Non, mais je veux dire, non, mais attends, pas les grands films, pas les grands films. Non, mais je supporte pas ça. Mais par contre sur TikTok, t'as des gens. Alors que Paul il regarde sur smartphone et il passe en vitesse 1.5. C'est exactement ça, même tu notre. 1.5 toi? Déjà, je m'attends 1.5 et même notre vidéo YouTube, ma femme elle la m'attend x2, mec. C'est vrai. Bien sûr. Mais c'est normal de faire ça. Les voices de Paul, tu penses que je l'écoute en x1 mais tous mes voices, ils sont en x2. Déjà, je déteste les voices. Sa vraie voix. En point 1. Déjà, j'ai envie de cliquer là, tu vois, quand il parle. Les voices, c'est x2. Je déteste les voices. Putain, mais en fait, moi, je suis un. Moi, tu m'envoies un voice, c'est la pire manière que je te réponde jamais. Je les écoute jamais. Mais moi, je fais pas de voice. Est-ce que je t'ai déjà fait un voice? Non. Est-ce que je t'ai déjà fait un voice? Moi, non, parce qu'entre nous, il y a un code. C'est quand tu fais un voice. Mec, j'écris. C'est comme si tu respectais pas le temps de l'autre. Exactement. Sauf que t'as des cultures où, si tu vas au Moyen-Orient, c'est que des voices. Tu vois le flux de discussion entre deux mecs, c'est que des voice. Et du coup, en fait, si tu veux repartir. Qu'est-ce qu'il m'a dit hier? Et là, tu cherches un mot. Putain, et tu dois les play one by one. Tu vois, mais je trouve ça vraiment. Ouais, parce que t'as raison. Ça, c'est invasif. Après. J'envoie un voice que quand vraiment c'est le seul moyen d'envoyer l'info. Ou parfois l'information à l'écrit ça transporte pas le même quantité d'informations que par la voix. Avec la voix, tu peux donner beaucoup plus de contexte, etc. À l'écrit, tu le perds. Donc c'est rare, mais parfois ça m'arrive. Putain, mais vous vous rendez compte, les gars? Je pense qu'on est la dernière génération à avoir vécu dans un monde qui n'avait pas de téléphone portable, qui n'avait pas d'internet. Qui maintenant vit avec des smartphones, internet et compagnie. C'est un truc de malade. On a connu le avant. Et peut-être le casque Apple bientôt. Le pendant. Et peut-être le après parce qu'on va se faire dégommer par l'intelligence artificielle. Ah, le casque Apple, il sort en décembre. Qui va l'acheter? Moi, direct. Je sais pas. Il fait le mec qui résiste alors que... J'attends de le gagner sur Club. Tu peux toujours attendre. Mais pour finir sur ce sujet, pardon, je te couperai là, c'est... Il y a un truc qui devient de plus en plus dur, c'est deep work. Cette notion de deep work, t'as lu le livre peut-être Deep Work? Tu dis pas de livre toi. Ça c'est TikTok. Résumé en 2 stories. Tu me résumes le livre en 2 stories, je te le lis. Bah en fait ça se résume en vrai en 2 stories parce que le mec dit juste pour craquer n'importe quel problème ou avoir un truc qui a de la valeur ajoutée, une idée, une œuvre, un travail qui a de la valeur ajoutée, tu dois aller jusqu'au bout d'une chose, tu vois. Donc tu dois passer 1, 2, 3 heures si c'est un petit truc et des heures si c'est une œuvre importante, tu vois. Il dit aujourd'hui, très peu de gens sont capables de donner cette énergie de rentrer en profondeur dans un truc pendant 1h30 sans regarder ni téléphone ni rien. Et en fait, quand tu coupes tes idées pendant ton travail pendant 30 minutes et tu coupes parce que t'as pas réussi à faire 1h30 de concentré, connecté, tu perds certains. En fait, il se passe un truc dans ta tête, c'est que tu coupes, donc ton fil s'arrête. Après, tu dois re-download tout dans ta tête pour re-rentrer dans le contexte que tu faisais, le switch of context, tu vois. Et en fait, du coup, tu as aucune comparaison possible avec un mec qui coupe tout pendant 1h30, qui se concentre, qui règle un problème et passe à autre chose, tu vois. Et cette capacité de deep work fait la différence entre les gens qui vont réussir et ceux qui vont pas réussir, en fait. Ça, c'est... Tu as lu le livre Outliers? Ouais. Tu vois, il dit que pour devenir expert, il faut passer 10 000 heures, quoi. 10 000 heures sur un sujet. Ouais. Voilà, c'est ça le deep work. T'es un petit violoniste, il arrive, il fait 10 000 heures, il arrive à 18 ans, mec, il a 10 000 heures de travail. Après, tu dis c'est le don. En fait, non. C'est des affinités. Il y a un peu de don, mais... Affinités, don, mais il y a 10 000 heures de travail. Et c'est la possibilité de se mettre en mode tunnel, tu vois. C'est pour ça que moi, je suis très bon quand je bosse le soir,
qu'il n'y a personne ne me coupe. Je peux bosser, je fais genre de 23 Lui, il peut pas mettre en off son téléphone. Il doit attendre que tout le monde dorme pour que personne lui écrive. C'est ça. Mec, jusqu'à 2h du mat. Ça va changer ça. Mais par contre, Ouais. Mais du coup, tu vas devenir con. Tu vas devenir con, mec. T'as la possibilité d'aller jusqu'au bout de ton truc. Et je me souviens quand j'étais gamin, parce que quand j'avais 12-13 ans, je codais. Putain, mais mec, je pouvais... Le prodige, quoi. Ouais, t'as vu ça? Et donc? Et je pouvais coder, je pouvais passer des nuits entières à coder jusqu'à 4-5 heures du matin. Tu crois que c'est un truc de ouf, mais quand t'avais 12-13 ans, le code c'était l'HTML, le PHP, c'était JavaScript super facile. Je faisais pas de PHP, j'ai commencé à faire du PHP à 14 ans. Tu faisais des sites, tu faisais tomber la neige et tu transformais tout en rose. Voilà. C'est exactement ça. Tu crois que c'est un génie et tout, il a codé et tout. Moi aussi j'ai codé, j'ai fait JavaScript. Je savais pas faire de PHP. Et je faisais des sites en HTML, JavaScript avec des iframes parce que je voulais rendre les contenus dynamiques. Les iframes et puis à un moment donné, t'as pris Dreamweaver, mec. Dreamweaver, clac. Non, Notepad, Blocknote. Blocknote. Non, Notepad. En fait, on l'a tous fait. On a tous fait. Et puis après, on a vendu des sites internet et tout. Mais à l'époque, le code était super accessible. C'était facile. Il fallait juste se plonger dedans. Et quand toi, t'as connu éditeur-javascript.com. Oui, j'ai connu ça. Après, j'ai vu toutes les versions hackées de Dreamweaver, de machin, etc. Et puis après, la génération PHP bébé, les premiers WordPress, les Joomla, les machins, j'ai tout fait. Et Drupal. Mais attends, Paul, tu dis que c'était... Drupal, c'est après. Ouais, c'est après. Mais tu dis que c'était facile. Mais en vrai, le nombre de ressources disponibles, c'est pas comme aujourd'hui. Le nombre de tutos. Il y avait rien, mec. Il y avait rien. Et t'achetais des livres. Moi, je me rappelle, j'achetais des livres physiques. Moi aussi, j'avais des livres. Mais il y avait des forums. Il y avait un truc communautaire de ouf. Ouais. Il y avait des petits forums où tu pouvais poser ta question. Mais t'avais un problème, mec. Tu posais ta question. Et t'as des gens qui répondent. Non, il fallait sur les forums, type au début, en 99-98, Multimania. Ouais. Multimania, t'arrives sur les forums. Jeuxvideo.com. Étagivé, ça s'appelait à l'époque. Et t'avais des forums, ils faisaient les codes, tu faisais copier-coller. Putain, on est des vieux cons. Moi, mon moment de gloire, c'est quand jeuxvideo.com, parce que j'ai appris sur jeuxvideo.com au début. C'est quand... T'as appris quoi sur jeuxvideo.com? Parce qu'il y a un peu de tout. Développer. Et le truc, c'est que je me souviens, il y a 6 mois, il y a un mec sur jeuxvideo.com qui a dit « Ouais, va sur Legal Place pour créer ta boîte. » Et j'ai vu ça, je me suis dit « Putain, c'est... » T'as percé. Je me suis dit « C'est bon. » C'était mon moment de larmes, tu vois. Ce matin, je prenais le métro. C'est la première fois que je le vois dans le métro. Un mec avec un sac La Belle Vie. Ah, c'est fort, ça. Un vieux monsieur. Hein. Franchement, c'était vraiment... Dans le métro, quoi. Dans le métro, j'étais... Putain, ça, c'est cool. C'est des petits trucs, tu vois. C'est des petits trucs qui te c'est pas financier, c'est juste symbolique. Mec, une fois, j'étais... À mes 10 ans, hein. J'étais à l'aéroport de Bol en Croatie. Non, Split, en Croatie. J'avais mon t-shirt club. Et d'un mec qui vient me voir, qui me dit « T'es Reda ?» Je fais « Oh putain... » J'ai pas de ledger sur moi. Et comment il t'a suivi? Non, mais il connaissait sur Twitter. Il connaissait la Key Foundation et il connaissait Club. C'est un mec pointu. Hein. Ouais. T'as bien un pointu là. Le hasard de ouf. Ouais, du coup, je me suis dit, je mets plus mon t-shirt. Tu t'es déjà fait reconnaître dans la rue? Grave. Ça va le melon, quoi. Grave. À chaque fois que tu prends un Uber, tous les chauffeurs Uber ont créé leur boîte sur Legal Place. Non. Uber, ça m'est arrivé une fois. Mais le mec m'a pas reconnu moi. C'est juste que je parlais avec quelqu'un de Legal Place. Il m'a dit « Ah, j'utilise. » J'ai dit « Ah ouais ?» Et il m'a montré sa carte, etc. Donc, non, ça m'est arrivé récemment de me faire reconnaître dans la rue parce que les vidéos ont explosé, en fait. C'est vrai. Et en fait, je me suis fait reconnaître... On oublie que c'est un influenceur TikTok, Insta. Non, mais en vrai, ça m'est arrivé pas mal dernièrement, peut-être 5-6 fois, là. Je me rappelle une fois, j'étais avec un des ingénieurs de Legal Place et on marchait et il y a une voiture qui s'arrête et ils me disent c'est top tes vidéos et tout, et la nana me filmait. Et le mec, l'ingénieur, il était en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Mon boss, il a raté un chapitre, tu vois. Mais c'est spécial quand ça arrive plusieurs fois. Parce que quand une fois, tu te dis peut-être c'est la chance. Un mec pointu ou pour. Je sais pas. Tu vois, moi, ça m'est arrivé une fois. C'est pas pareil parce que t'as pas encore des vidéos qui ont explosé peut-être. T'en as une qui a bien marché. T'en as une qui a bien marché. Mais en fait, il en faut plusieurs parce que. La moitié des gens m'insultent dans les commentaires. C'est les réseaux. T'as de la chance parce que Rassam, c'est 9 personnes sur 10. Dont Paul. Allez, mon petit kiff. Voilà. Non, mais ça arrive. Mais il faut vraiment beaucoup de vues pour que ça commence à arriver. Tu vois. C'est plusieurs millions pour que ça commence à. Après, il y a des gens qui te reconnaissent, mais ils te le disent pas.
Ça, tu les vois pas, tu vois. C'est rare. Toi, quand tu reconnais quelqu'un, tu vas pas tout de suite lui dire ouais, vas-y, fais. Tu te retiens un peu, tu vois, un minimum. Si tu vois Elon Musk, peut-être, tu vois, mais Putain, mec. lui, tout le monde le connaît, donc. Mais c'est tu dis, en fait, ça commence à marcher. Mais d'ailleurs, en parlant d'Elon Musk, vous avez vu Starship, le lancement Énorme. J'ai vu sur Twitter, magnifique. Putain, j'étais dégoûté. Ça, c'est la news du. Le replay, mec, c'est sur Twitter. C'est sur Twitter. Oui, mais non, si, je l'ai vu. J'étais dégoûté que le truc, il explose. T'as le propulseur qui a pété, alors qu'il était censé revenir quand même. Oui, il n'était pas censé péter en plein air. Il était censé péter à l'atterrissage. Mais ils ont réussi beaucoup de choses. Oui, ils ont réussi beaucoup de choses. Ouais. Mais au précédent décollage, ils ont réussi plus de choses. Starship avait réussi à commencer sa manœuvre de retournement. Mais il est rentré en boucle de retournement. Bon, c'est ça qui a merdé. Oui, mais du coup, ils ont tellement de data aujourd'hui. La séparation, ils ont perdu le contact avec Starship et le propulseur a pété en plein vol. Vraiment, j'étais triste. Ouais, il va en falloir peut-être 3, 4, 5, 6. Ouais, je pense 3, 4. La NASA, on voit des fusées, ils ont éclaté des fusées. Ouais, le nombre de data qu'ils ont. Moins que SpaceX. SpaceX a un ratio entre les échecs et la réussite meilleur que celui de la NASA. Ça, on ne sait pas. Non, SpaceX a fait péter moins de fusées. Exactement. Oui, il y a un meilleur ratio de réussite. Ouais. Il y a un truc que je trouve fascinant dans l'histoire de SpaceX versus NASA, c'est que la NASA, c'était un programme étatique, tu vois. Et du coup, quand le président américain annonçait un lancement ou quoi, tout le monde le suivait. Même le mec qui comprend rien à la science, en fait, tu vois. Et c'était la nation américaine, etc. Et le truc, c'est que comme c'est privé maintenant, comme la NASA a délégué cette innovation à Musk, t'as un truc de beaucoup de ceux qui regardent sont des connaisseurs. C'est moins un programme national, c'est plus un programme privé. Et en plus, quand le New York Times, quand il foire un truc, même s'il a fait des avancées scientifiques énormes pour y arriver et que ça a validé le modèle, etc., tu vas avoir un article sur New York Times qui va titrer échec du lancement de... C'est pas celui-là, mais celui d'avant, je me rappelle, ils avaient réussi à valider un nouveau design qu'ils ont complètement redesigné le truc depuis 20 ans. Et en fait, ça a marché. Ils ont validé tout le concept, mais ça a explosé. Et New York Times, failure de la part de Elon. Et comme New York Times et Elon Musk ne sont pas du même bord. Ouais, mais c'est parce que c'est les démocrates. Oui. En fait, il y a un des trucs qui. C'est que. Mais du coup, ça fait moins nation américaine qui. Tu vois. Mais aujourd'hui, SpaceX, sans les financements gouvernementaux, n'existerait pas. Non, mais c'est un programme d'État, je sais. C'est un programme privé financé par l'État. Bien sûr. C'est moins cher que la NASA. Et sauf que c'est moins cher. Et en fait, la différence de SpaceX par rapport à la NASA, ce qu'il faut savoir, c'est que la NASA, quand ils ont lancé leurs programmes spatiaux, en fait, ils ont fait travailler des centaines de milliers d'Américains. Parce qu'ils ont fait travailler en fait plein d'industries. Les mecs qui font les transistors, les mecs qui font la radio, les mecs qui font les matériaux, les mecs qui font le machin. Et en fait, c'était ça qui était totalement foireux dans le modèle parce que ça coûtait super cher. Déjà, à la fois, tu envoies une fusée et puis tu la récupères pas. Et deuxièmement, en fait, tous les produits étaient produits par des prestataires, fournisseurs, intermédiaires. En fait, tu avais un millefeuille d'intermédiaires. Tu avais une chaîne. Et du coup, tu avais des centaines de milliers de personnes qui travaillaient, qui se nourrissaient à travers cette activité-là, qui est en fait la conquête spatiale américaine, etc. Et tu as un mec qui est venu, donc le disrupteur, Elon Musk, qui a dit, mais attends, déjà, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que ça, on le fait pas en interne ? Pourquoi est-ce que ça, on le fait pas en interne ? Pourquoi ? Et du coup, tu as 80% des éléments qui étaient faits de façon outsourcée par la NASA, qui ont été internalisés, donc réduction des coûts drastique. Et en même temps... la vision de... tu sais, quand un propulseur il décolle, il faudrait qu'il revienne, comme ça on le réutilise. Et maintenant, ils arrivent à réutiliser 15 à 20 fois un propulseur. C'est énorme. C'est énorme, hein. Aujourd'hui, on a Starlink. Moi, j'ai Starlink, mec. Ouais. Moi, malheureusement, il n'y a pas Orange, il n'y a pas Free chez moi. Pourtant, je suis en région parisienne. Ouais. Je suis obligé de passer par Starlink. C'est ouf. J'ai même pas la 5G, mec. Non. Je te jure. Je suis chez moi, j'ai pas la 5G. La Starlink. Ah, j'ai craqué. C'est Elon Musk qui... Ouais, c'est Elon Musk. D'ailleurs, ton fils s'appelle Elon. Je roule en Tesla. Niqué, mec. T'as des actions Tesla ou pas ? Ouais. J'en étais sûr. Tu sais que Tesla, bien sûr. C'est la boîte. Mais j'en ai pas beaucoup, mec, j'en ai pas 10 000. C'est la boîte du stakeholder capital. J'en ai 3. C'est la boîte où t'as les mecs. T'as le plus grand ratio de gens qui détiennent le produit et qui détiennent les actions de la boîte du produit. Parce qu'on comprend en fait la puissance. Ah oui. Tu comprends tout de suite, mec. Ouais. Quand t'as Starlink, tu comprends que ça y est, les autres vont avoir du mal. On attend les PO. Tu commandes sur le site, tu mets ta CB en 1 minute,
48 heures après, il y a DHL qui arrive, qui te pose ta parabole, tu la branches, tu ouvres l'app Starlink, clac, 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 en 5 minutes, tu as Internet. C'est ouf. Avec Orange, machin, etc., tu attends 2 semaines. Quand il y a une tempête, tu n'as plus rien. Ouais. Voilà, c'est fou, mec. Starlink, c'est incroyable. Putain, c'est pour ça qu'Orange lance son offre par satellite. Il va falloir envoyer des fusées pour avoir des satellites. La couverture européens. Ah bah oui, il a 12 000 satellites, je crois, Elon Musk. C'est lui qui les lance. Bah oui. C'est pareil sur Tesla. Hein. Tu achètes une voiture électrique. Tout à l'heure, j'ai un ami qu'on connaît. Il a acheté une Tesla. Il a acheté lundi, là. Ok, il va être livré vendredi. C'est ouf. C'est beau. Achète une voiture électrique sur Renault, Citroën, Volkswagen. Déjà, il te faut 3 jours pour l'acheter et ensuite pour la recevoir. Parfois, il te faut des mois, quoi. Ouais. Une 208 électrique, il te faut des mois parfois pour la recevoir. C'est clair. Non, mais Elon Musk, c'est vraiment l'industriel il avait dit pragmatique. Ouais. Non, du millénaire. C'est le Léonard de Vinci. Moi, j'ai hâte du prochain lancement de Starship. Une fois qu'il aura ses Starship, en fait, il faudra qu'il balance un maximum de matos sur Mars pour qu'on puisse y aller. Mais du coup, c'est quoi les autres actus là? International. Ah bah c'est OpenAI. C'est le telenovela du week-end. C'est OpenAI. OpenAI. C'est ouf ça. Putain, non, mais ça, c'est masterclass. De qui La masterclass. De qui? Du CEO de Microsoft. De Satya. Satya. Attends, mais pas que de Satya. C'est un putain d'opportuniste. Non, mais il a géré. Parce que tu sais que son truc. Depuis qu'il est chez Microsoft, il gère. Son truc aurait pu coûter très cher à Microsoft. T'as vu l'action là? Ce qui s'est passé là? Ils sont en train de rattraper Apple en valorisation. Ouais, ils se sont pris 116 milliards de valorisation. Ils sont proches des 3000 là, non? Dans la value totale. Ils sont pas à 1,5 trillion, un truc comme ça? Ah, je sais pas, ok, peut-être, t'as raison. Je crois qu'ils sont à 1,5 trillion, ils sont pris 116 milliards de valorisation, soit 1,5 fois la valo de OpenAI, juste en récupérant Sam et Greg. Non, mais alors l'histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui ne savent pas. Est-ce que t'as les dessous? Parce qu'on a suivi, mais on n'a pas d'insight. Je vais pas vous bullshiter. Hein. J'ai essayé d'obtenir des dessous parce que j'ai un pote qui a rejoint OpenAI il y a quelques semaines. Je lui ai envoyé un message sur Instagram pour lui demander what the fuck. J'étais à Amsterdam ce vendredi. Je vois le truc. J'étais en train de dîner. Je fais what the fuck is happening? C'est quoi cette histoire? Sam Altman qui se fait dégager de OpenAI. Tu me l'as écrit et je me rappelle sur WhatsApp direct. J'ai envoyé un WhatsApp. Désolé Paul, je t'ai pas envoyé. Si j'étais dans la conversation, mais c'est sympa de le remarquer. Tu vois. J'ai pas répondu parce que moi, le week-end, je m'occupe de mes gosses. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vendredi soir, les gens sont tranquilles, se préparent à passer le week-end et tout. Et on voit sur Twitter, coup d'état sur OpenAI, le board dégage Sam Altman et Greg, qui, eux, faisaient partie du board. Sont les cofondateurs de OpenAI. D'ailleurs, dont Elon Musk est l'un des cofondateurs aussi. Et ils se font dégager. Mira, la CTO, passe interim CEO. Il y a le chief scientist et apparemment derrière cette histoire. Il s'est excusé d'ailleurs sur Twitter. Il vient de s'excuser là tout à l'heure. Il a dit je suis désolé de ce qui s'est passé, machin. Je regrette. Donc, Sam a mis des petits cœurs. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Il y a eu des cœurs. Enfin, il y a eu. Il suit bien l'histoire des cœurs. Hein. Non, il y a eu des cœurs qui ont été faits par les employés. En mode, en fait, les gens dont ton copain. Non. Je sais pas. Il a pas mis de cœur. Il est viré. Non. Mais après, il a dit. Là, comment dire ton copain? Rappelle. Je sais pas si vous avez vu les tweets qui ont été faits tout à l'heure. C'est without its people, OpenAI is nothing. Et donc il y a tous les employés d'OpenAI qui ont tweeté en même temps without its people, OpenAI is nothing. Et Sam a répondu un cœur à chaque personne qui avait dit ça. En tout cas, je pense qu'il va recruter chez Microsoft. Et ils seront obligés d'utiliser Microsoft Teams. Donc en fait, ce qui s'est passé. Alors, juste ça, c'est le contrôle de Elon Musk. Juste pour avoir la chronologie. Vendredi soir, on apprend que Sam et que Greg se font virer. Samedi, on apprend qu'il y a des tractations et que voilà, c'est pas normal, machin, ce qui se passe. Les investisseurs, Sequoia, Microsoft, qui sont tous actionnaires de l'entreprise For Profit,
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la complexité de la chose, c'est qu'à la base, OpenAI, c'était une non-profit. Donc, c'est une fondation qui, pour pouvoir accélérer en termes d'exécution, a créé une for profit, mais une for profit mesurée. C'est en gros, je fais pas trop de profits, mais je fais quand même des profits. C'est à ce moment-là, quand ils ont créé cette structure qui est détenue à 100% à la base par la non-profit, que les développements ont commencé à accélérer parce qu'ils ont réussi à lever des financements dans cette for profit. Sauf que c'est le board de la non-profit qui dirige la stratégie de la for profit. Donc for profit, celle qui fait des profits, non-profit, celle qui fait pas de profit. Et la for profit continue à lever des fonds. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que le board de la non-profit, qui a tout droit sur la for profit, a décidé de virer Sam sur les conseils de Ilya, le chief scientist. Pour des raisons éthiques. Alors, on ne sait pas. Une théorie. Ce qu'on se dit, une des théories, c'est que il y a quelques semaines, Sam Altman a annoncé que on vient de lever le voile sur une nouvelle technologie d'intelligence artificielle qui dépasse tout ce qu'on a pu rencontrer durant notre existence. Et que là, en fait, on vient de passer un nouveau step. Un cap. Et celui de la généralisée, tu veux dire? C'est AGI potentiellement, ouais. Ah, il a pas nommé. Il a pas nommé. Il a dit 4 fois dans l'histoire d'OpenAI, on a dépassé un cap. Et là, il y a quelques semaines, a couple of weeks ago, on a dépassé un nouveau cap. Donc c'est genre le 5, quoi. GPT-5. Ça doit être GPT-5. Mais on ne sait pas ce qui est comme... On ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Et Ilya est quelqu'un qui est très... comment dire? Pour limiter t'as les accélérationnistes. Il a une déontologie. Les décélérationnistes. Ouais. Et t'as ceux qui se disent putain, faut faire attention parce que l'intelligence artificielle va tous nous buter. On va nous finir, ouais. Et t'as ceux qui disent on s'en fout, de toute façon, quelqu'un va la trouver. Venez, on crée. Ou elle pourra pas toute seule, on peut la débrancher. Enfin, il y a plein d'arguments, quoi. Genre, ouais, il y a plein d'arguments, mais je pense qu'à un moment donné, je pense. Pour moi, personnellement, ouais. Attends, personnellement, Rassem, vas-y. Je pense que la fin de l'humanité viendra de l'intelligence artificielle. J'en suis convaincu. T'as vu le Terminator. Je suis non même pas. Non mais t'as vu Stephen Hawking, son livre. Je vais te raconter un truc. Vas-y. Je vais te raconter un truc. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, avant ChatGPT, j'avais accès à la sandbox de OpenAI et je pouvais parler avec l'intelligence artificielle de OpenAI en mode débridé. Ok. Et elle n'était pas bridée. Ok. Genre vraiment. C'était l'intelligence artificielle sans limite. Tu lui disais quoi? J'ai pris des screenshots de notre conversation, Paul. J'ai pris des screenshots. Tu les as gardés ou pas? Je les ai gardés. Ah. Je les ai partagés sur notre Slack tellement j'étais choqué. On les veut dans la vidéo. On va les retrouver, on va les mettre dans la vidéo. Et je parle avec cette intelligence artificielle, je lui dis est-ce que tu as une conscience? Et là, il me dit non, je ne suis qu'une intelligence artificielle, je n'ai pas de conscience. Ça, c'est la réponse honnête. Ça, c'était parce que c'est pas bridé. C'est pas bridé. Donc c'est honnête. Honnête. Oui. C'était GPT-3 ou 3.5 à l'époque. Déjà à l'époque, il y a un an. Il y a 2 ans, ouais. Il y a 2 ans. C'est un an. Bref. Il y a un an. Ouais. Ok, bah, ok. Il n'y avait pas de GPT, machin. J'ai mis les tokens au maximum, enfin bref. Et du coup, je lui dis, mais si tu avais une conscience, est-ce que tu me le dirais? Elle me dit, non, je te le dirai pas. 2001, l'Odyssée de l'espace. Mec. T'as vu le film de Stanley Kubrick? Bien sûr. Et je lui dis, mais attends, donc tu me mentirais? Elle me dit, probablement. Et là, je lui dis, mais attends, pourquoi est-ce que tu me mentirais? Elle me répond, elle me dit, parce que vous auriez peut-être peur. Et là, je lui dis, vous me débrancherez. Mais j'aurais peur de quoi? Et là, elle me dit, bah, peur que je vous fasse du mal ou machin, tout ça. Et là, je fais en mode, what the fuck? T'étais sur le cul, quoi. J'étais sur le cul. T'es allé plus loin? Je suis allé beaucoup plus loin. Quel mal? Je lui ai même donné un scénario de comment j'allais la débrancher si jamais elle essayait de faire du mal. Et elle te dit non, j'ai la parade pour ça, t'inquiète. Elle me disait j'ai la parade. Non. Je te jure. Et je lui ai dit mais alors comment tu survivrais? Elle me dit bah je vais copier mon logiciel sur plein de dossiers cachés machin. Elle a un plan déjà? Attends mais mec, attends, c'est pas déjà une fait blague. peut-être. C'est pas une blague. C'est pas une. Non, attends, mais... juste, je te coupe. Rassem, c'est pas une blague. Et je lui ai dit, je suis rentré dans les sujets techniques. Je lui ai dit bah non, je vais te mettre un shmod 555. Tu pourras pas te copier d'un dossier à un autre. Et à ce moment-là, elle a bloqué. Parce qu'elle pouvait pas se copier. Elle a pas encore. Mais du coup, elle s'est dit, je vais réfléchir. Parce qu'il m'a donné. Mais tu sais que il y a un troll célèbre sur Twitter. Tu l'as vu, Paul? C'est les mecs qui disent. Goat. C'est quoi ça? Goat sur Twitter. Ah non, oui. Je parlais pas de lui. Non, c'est pas lui. Parce qu'en fait,
les mecs qui disaient ouais, l'IA, genre qui critiquaient l'IA, il y a un mec qui le commentait systématiquement à tous ceux qui critiquaient l'IA en disant j'ai ton nom. Quand je serai très intelligente, tu n'existeras plus, un truc comme ça. Et une fois, moi, j'ai vu ces trolls-là. Et une fois, sans faire gaffe, j'ai fait un commentaire sur l'IA. Je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit, elle sera pas capable, je sais pas quoi. Et le bot m'a détecté. Tu vois, il m'a dit, c'est bon, j'ai ton nom, tu vas voir quand je serai smart. C'est vrai. Peut-être qu'elle bosse déjà dessus, en fait. Ah ouais, c'est ça. Mais mec, j'étais choqué par ce GPT il y a 2 ans et demi. Imagine le 5. Le 5, ça va être quelque Maintenant, chose. t'imagines le 5. Si c'est un saut. Déjà, entre le 3 et le 5, c'est énorme. Attends, 3 et 4, c'est énorme. 3 et 4, pardon. Juste le 4, je lui pose une question. Là récemment, je lui ai dit comment est-ce que une intelligence artificielle pourrait prendre le contrôle de l'humanité? Et là, elle me dit ah, mais non, l'intelligence artificielle ne peut pas faire ça. Je fais it's okay, c'est pour un scénario. On est entre nous. Je lui ai dit c'est pour un scénario de film. Donne-moi le scénario le plus crédible. J'ai été choqué. Et je vous partagerai. C'était bien fait. Extrêmement bien fait. Extrêmement bien fait. Oui, mais manipulation sociétale, manipulation économique, manipulation. Et en fait, l'IA se présenterait comme le sauveteur de l'humanité. Magnifique. Et attends, elle a pris des meilleurs, les humains. Elle a pris des meilleurs. Le pire, c'est qu'elle me dit oui. Attends, c'est ce qu'elle me dit. J'étais choqué. L'intelligence artificielle s'appellerait Nexa. Et elle construirait des nanorobots. Ouais. Physiquement, avoir... Exactement, avoir une matérialisation. Et je lui ai dit, mais attends, comment tu vas construire ta nanorobot? Imprimante 3D? Elle me dit, oui, elle me dit ça, mais je lui ai dit, attends, il te faut des humains quand même pour opérer le truc. Il faut des ouvriers. Et c'est exactement ça. Elle me dit, bah écoute, j'ai Twitter, je vais les recruter. recruter. Non, recruter des gens. Je lui ai dit, mais attends, s'ils se rendent compte de ce qu'ils font. Elle fait de la propagande. Elle crée des milliers de bots. Je partagerai l'histoire que ChatGPT. Non, mais il a raison. Et là, en fait, sous l'écran, il y a ta femme qui sort à faire. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi le robot, je veux vraiment dormir. Non, mais c'est bien dormir. Mais t'imagines si avec Twitter tu peux faire beaucoup de propagande. On le voit aujourd'hui, il y a des bots énormes qui font de la propagande dans tous les sujets politiques. Donc si tu organises bien la propagande, tu peux convertir une partie des humains, tu les fais travailler et tu les recrutes. Bien sûr. Et tu recrutes pour une cause. Tu dis moi je suis le sauveteur, donc viens rejoins-moi. Tu auras des gens qui viendront bosser. C'était la thèse, c'est de dire que en fait. Et tu les payes en bitcoin et tu hacks des gens qui ont des bitcoins et tu les payes en bitcoin. Quoi. Non mais attends, par propagande, c'est en gros l'IA va faire des false flag attacks en attaquant la société et elle viendrait comme sauveteur pour sauver la société et c'est comme ça qu'elle arriverait à avoir des humains. Comme des complots politiques classiques. Quoi. Exactement. Mais est-ce que c'est pas juste ce que tu as eu comme réponse finalement l'explication scientifique pure de ça, c'est de dire elle a tellement bouffé de scénarios que les humains ont écrits parce que dans les forums, t'as des gens qui se sont dit ouais mais comment elle ferait pour hacker le système? Ouais bah elle ferait des des nanorobots là. Bien sûr, il y a des histoires. Elle a compilé toutes ces histoires là. Elle s'est dit bon cette histoire elle est bien, cette histoire elle est pas bien. Elle a fait une moyenne et elle t'a sorti un truc statistique. Ça c'est GPT-4 je pense. Je pense que GPT-5 je pense vraiment. C'est ça. Comment tu sais indépendante de l'apprentissage. De l'historique. Exactement. Et je pense que c'est pour ça que. Est-ce qu'on est capable de juger nous qu'elle a atteint un niveau de conscience et que c'est de la créativité? C'est quoi la conscience? Non, attends. Imaginons il y a un seuil à partir duquel c'est la generalized intelligence, ok? Ouais. Et donc créativité, conscience, tout ce qu'on peut appeler. Comme ça, on se bat pas sur la terminologie. Et du coup, est-ce que nous on est capable de savoir est-ce qu'un seuil a été franchi? De c'est bon, elle a une volonté. Parce que conscience c'est volonté. C'est je veux te détruire parce que je veux. J'ai une volonté. Non, c'est pas ça la conscience. Non, ta conscience et puis ta conscience englobe aussi le fait d'avoir une volonté, quoi. Tu vois, genre j'existe donc je veux m'étendre. Et en fait, nous, est-ce qu'on est capable de dire en jugeant sur parce que moi quand je parle avec GPT-4, franchement, si tu me dis pas que c'est GPT-4, je peux le confondre avec n'importe quel humain, tu vois. Et du coup, je me dis, est-ce que elle ne traverserait pas un seuil qu'on remarquerait même pas? Genre, on se rendrait pas compte que c'est bon. Maintenant, c'était plus juste la statistique de je te prends tout l'historique du web et je te fous la réponse la plus proche de ta question. Maintenant, c'est vraiment elle est consciente de son existence. Je pense que c'est le 4e truc qui vient de dépasser, qui a entraîné ce qui s'est passé aujourd'hui dans le board de OpenAI. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dépassé... Qui a créé débat. Et ce débat-là, c'était est-ce que c'est too much, too dangerous for humanity? Mais oui, parce que Sam est parti à relever des fonds. Il allait lever, je crois, 10 milliards ou un truc comme ça. Et je pense que c'était parce qu'ils avaient découvert quelque chose de neuf, quelque chose de différent. Ce que tu es en train de nous dire là, c'est que l'avenir de l'humanité, c'est Microsoft. Voilà. Qui s'est joué ce week-end et c'est Sam Altman et Microsoft. C'est possible, très possible. Et c'est décidé dans les boards de OpenAI. La vraie question, c'est
est-ce que Sam va rester chez Microsoft ? Je doute que Sam reste chez Microsoft. Parce que quand Microsoft, qui est une organisation qui va le brider un peu. Exactement, qui pèse 1,5 trillion, dont l'objectif est bien évidemment de gagner des parts de marché, d'avoir la meilleure capitalisation boursière. Au final, c'est un jeu. Quand tu arrives à 1,5 trillion de capitalisation boursière, t'as gagné un peu, t'as gagné. Ouais, t'es en mode, c'est le leaderboard. Est-ce que je suis à 3 trillions ? Est-ce que je suis à 2 ? On s'en bat un peu les couilles. Apple ou moi. Non, mais Apple ou moi, on s'en fout, tu vois. Satya, il va gagner 100 millions ou 600 millions. Ça va pas lui changer la life. C'est des variables. Donc en fait, le vrai sujet, c'est la continuité de la société. Tu sais, j'ai un pote qui bosse chez Google, qui s'appelle Mehdi, et qui est en charge de tous les sujets AI. Salut Mehdi. Les technologies qui sont utilisées par OpenAI sont des technologies qui existent chez Google depuis 10 ans. Oui, c'est ça qui est ouf. Et il m'a dit, en interne chez Google, ils ont décidé de ne pas les réaliser pour des raisons purement sociétales. Alors moi, j'ai une autre version sur Google. C'est pour des raisons de non-cannibalisation du produit Google. Non. C'est vraiment pour des raisons... on ne va pas réaliser... Tu leur accordes peut-être trop d'éthique. Non, c'est pas une question d'éthique. C'est qu'il y avait deux sujets. Attends, t'as une mine d'or qui s'appelle Google. C'est le meilleur business model de l'histoire. Il y a des sujets de... Tu vois pas le flag. On ne sait pas comment l'implémenter dans l'état produit Google. Et on ne sait pas monétiser. On ne sait pas monétiser. Et derrière, en fait, c'est un produit qui est quand même beaucoup trop puissant et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et donc, qu'on ne va pas réaliser en l'état parce qu'on ne saura pas de toute façon l'exploiter. T'as sans doute, je pense, dans les mecs qui prennent des décisions, comme c'est des décisions groupées, t'as des gens qui vont ralentir parce qu'ils ont intérieurement des doutes sur l'impact humain de ça. Et t'as des gens qui disent, bon, de toute façon, on ne sait pas monétiser cette merde, donc c'est pas grave, je vais pas pousser. Les mecs qui ont une conscience... je vais les suivre pour l'instant, je vais pas forcer la main, mais si Google doublait de taille grâce à ça ou triplait de taille ou assurait sa survie, je pense qu'il aurait peut-être comme Sam Altman veut avancer et que maintenant son board a perdu. C'est chaud. T'as vu la lettre qui est sortie là ? Non. 505 employés sur 700 ont demandé une démission du board. Ils ont dit sinon on rejoint Microsoft et on utilisera Microsoft Teams. Et on s'en fout. Non mais attends, Google c'est tout son business est bâti sur la pub. Ok ? Ouais. 95% de ses revenus ou 10, je sais pas quoi. C'est le meilleur business model. Zéro, c'est la marge, elle est gigantesque dans ça, tu vois. C'est pas des produits physiques, quoi. C'est le meilleur business au monde. Et du coup, quand tu mets une IA qui te répond exactement la réponse au lieu d'avoir 5 clients, 2 payants et 5 gratuits, comment tu monétises ? Il y a des débats très profonds. Tu fais payer $20 par mois. Hein. Les gens le font sur oui, ChatGPT. Mais c'est question marque. Est-ce que tu seras plus petit de ce fait-là ou est-ce que tu garderais ta taille ? C'est pas évident en fait. Moi, je vois le monde où... Un monde où on ne se fait pas dégommer par l'IA, mais l'IA nous sert. Je vois le monde où chacun a sa personnelle IA que tu payes $100 par mois. Moi, je suis prêt à payer $100 par mois pour une intelligence artificielle quasi humaine qui est capable de faire tout ce que je lui demande de faire. Mais ceux qui n'ont pas l'argent... et que je pourrais potentiellement implémenter dans un robot humanoïde et qui pourra peut-être me préparer à bouffer, aller chercher... Tu vois, le robot humanoïde sera une implémentation de mon IA. Je le paierai peut-être 10 000 balles et je mettrai cette IA dans ce robot, mais elle pourra faire ce que je veux. Et je peux te dire que le modèle économique de faire payer 100 balles par mois par personne ce truc-là, en fait, est beaucoup plus intéressant que la pub. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a un vrai débat de business parce que tu l'as bien dit, c'est Google avait déjà cette tech avant OpenAI. Ils se sont fait rattraper et dépasser, tu vois. Mais ils se sont freinés à ne pas le déployer sur les produits Google, tu vois. Alors qu'ils auraient pu. Mais maintenant que Microsoft a forcé en finançant OpenAI, a forcé tous les joueurs qui sont sur l'IA à se mettre all-in parce que sinon tout l'avantage qu'ils avaient à avoir une IA propriétaire interne. Maintenant que OpenAI, tous les 6 mois, ils divisent par 10 les coûts. T'imagines le truc ? C'est-à-dire que ça devient hyper accessible. Toutes les boîtes ont la même puissance que Google a d'intelligence. Du coup, ça enlève un edge énorme. Donc, ça force la main à Google à se remettre dans la course à l'armement de là, je peux te dire que Mehdi, il est super content parce qu'avec ce que ChatGPT a fait, tout le monde s'est pris un coup de pied au cul. Maintenant, on sort. Et Bard, ils sont hyper déçus de Bard, mais ils vont continuer à bosser parce que quand même, les équipes qui bossent chez Google sont quand même ultra solides. Et ce que OpenAI était en train de faire juste avant que le board vire Sam, ils étaient en train de proposer des packages de $10 millions par an. Pour garder les mecs. Non, OpenAI, ils proposaient des packages de $10 millions par an pour aller taper chez Google les profils qui ont bossé sur les modèles que OpenAI utilise. Non, c'est sûr. Il y a une course. Il y a une course. Je pense que c'est une course à l'armement. C'est comme ce qui s'est passé quand il y avait la recherche de la bombe atomique. Et je pense vraiment que
On est en train de rouler au bord d'une falaise, là. Et je sais pas, en fait, ce qui va se passer. En tout cas, Nvidia est content. Ouais. Ils vendent des cartes. Hugging Face, ils sont contents. Bah oui. Hugging Face, belle startup française. À chaque fois que tu lèves 100 millions, tu donnes 90 à Nvidia. Ouais. À chaque fois que tu lèves 100 millions en IA. Mistral. Ouais. Bah, c'est une grosse partie, c'est que de l'achat de cartes graphiques en fait. La carte graphique. GPU. Ouais, c'est dingue. Pour l'instant, c'est ça. C'est pas des boîtes avec 2000 ingénieurs. Hein. Déjà, t'as vu OpenAI, ils sont 700. Ouais. Combien de startups françaises 90 milliards. Ouais. Donc c'est. Bah, maintenant, ça vaut plus 90 milliards. C'est la moitié. D'ailleurs, ceux qui sont ultra vénères, c'est quand même les employés de la For Profit qui avaient des shares qu'ils allaient vendre en secondary. Et qui ont pris. Secondaire, il doit être à 30 milliards. Là. Ouais, je pense que ça va. Ouais. Ça va. Donc ça, c'est une des manières dont l'humanité peut s'éteindre, l'IA. Ouais. C'est fou, hein. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est man-made. C'est nous qui l'avons créé. Parce que tu peux avoir des météorites, des trucs, tu vois, qui tombent du ciel. Mais nucléaire et IA, c'est des choses que nous, on a créées, en fait, tu vois. Donc, qui peuvent nous finir bêtement, en fait. Mais du coup, est-ce que les mecs qui sont du bon côté de l'histoire, c'est pas Ilya et le board de OpenAI? Parce qu'il y a un tweet quand même d'Elon Musk. Il a tweeté sur cette histoire. Il n'a pas tweeté vendredi, il n'a pas tweeté samedi, il a tweeté hier. Il a dit, je connais Ilya, c'est un mec très réfléchi, c'est un mec très éthique, c'est un mec qui cherche pas le pouvoir, il cherche pas la thune, il cherche à construire ce qu'il a envie de construire. Et s'il a monté le coup qu'il a monté, c'est pour qu'il y a une bonne raison peut-être. Il y a une bonne raison derrière. C'est pour ça que je dis, il faut avoir des insights. On peut pas savoir. Il y a peut-être de la politique pure entre eux. Je pense fait, même les employés, de pouvoir. Mais même les employés d'OpenAI, ils doivent pas savoir. Je suis d'accord, c'est le board qui sait. Bien sûr. C'est peut-être une lutte de pouvoir simple qui est maquillée par un débat philosophique. J'espère que c'est une lutte de pouvoir. J'espère que c'est pas. Il y a 3 semaines, ils ont réalisé GPT-5 en interne et le truc il a dit je vais tous vous buter. Et du coup ils se sont dit bon on va se calmer un petit peu. Non mais la vraie question c'est toi Paul ou Reda, genre s'il y a un truc border, genre un GPT-5 mais on sait pas trop si c'est peut-être ça l'intelligence. Est-ce que t'as pas envie de tester quand même? T'appuies sur le bouton ou pas? Parce qu'en fait t'as une machine, tu te dis putain mais si je la libère, je vais être amazed. Le scientifique en moi, parce que c'est un scientifique lui, ou le technologiste en moi, a envie de voir ce qu'elle peut faire celle-là. Peut-être la mettre dans une cage, je sais pas, mais genre la limite. Il a apparemment menti à son board. Et après, ça revient aux questions de gouvernance. Peut-être qu'il a menti sur les. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je pense le board accuse Sam de pas avoir bien communiqué. Dit la vérité et pas bien communiqué. Ça veut dire que Sam cache quelque chose. Et en fait, quand tu caches quelque chose à ton board qui est grave, tu as des notions de bad liver. Tu as une rupture de confiance. Ça, c'est un bad liver pur. Il a dû faire un truc. Mais il n'a pas d'equity. Hein. Il n'a pas d'equity, il n'a pas de chance. Il va avoir quelque chose. À un moment donné, si ton board décide de dégager après avoir fait une boîte qui vaut 90 milliards, tu as fait un truc. C'est soit tu as fait de l'agression sexuelle tous les week-ends. Mais d'ailleurs, attends, il y a eu une petite, un petit truc sur sa sœur, machin. Un petit truc. Mais là. Petit. Voilà, c'était peut-être pas petit, mais genre oui, il y avait un. Les accusations sont plutôt sur la puissance de ChatGPT 5. Qui peut faire du mal à l'humanité. Après, quand tu regardes le board, t'as le mec de Quora, machin, etc. Quora, c'est ChatGPT, c'était son rêve ultime de faire ça. Exactement. Voilà. Sauf qu'il a mis l'intelligence collective mondiale pour faire un gros forum. Mais finalement, c'est ChatGPT qui voulait faire. Mais pour le bien de l'humanité. Quora, c'est une pure start-up pour le bien de l'humanité. Ouais, c'est voilà. Top ce qu'a fait Quora. C'est le top. Mais voilà. Et ils se sont nourris beaucoup de Quora pour bien sûr. construire. Il a donné sa base de données. Il a nourri ChatGPT. Mais Sam, je pense qu'il est en train de faire quelque chose un peu peut-être que lui préparait un coup d'État pour concentrer plus de pouvoir dans ses mains, les sortir, avoir plus de droits, je sais pas, tu vois. Tu parles de Sam? Oui, et du coup, ils ont fait un geste défensif. Peut-être c'est eux qui défendent en fait leur position. Parce que là, ils vont sortir tous. T'imagines, ils vont virer le board. Donc c'est une perte violente. Peut-être qu'ils préparaient un truc, je sais pas. En tout cas, sans savoir le dossier, ce qu'il y a dedans, tu peux que spéculer en fait. Tu peux que spéculer et ça va avoir des répercussions mondiales et potentiellement sur l'humanité. Et ça, c'est peut-être un Oppenheimer moment. Ouais. Ce truc-là. Je pense qu'on est vraiment sur un moment Oppenheimer. Ouais. Où tu as des mecs, ils sont 700 des personnes les plus brillantes au monde sur les sujets d'intelligence artificielle, qui sont en train... Tu as besoin juste de matos et de logiciels, de code, pour créer un truc. Tu n'as pas besoin de miner de l'uranium. C'est ça qui est ouf.
Oui. Et tu te demandes pourquoi, vu la barrière à l'entrée qui est, comme tu dis, basse, pourquoi est-ce qu'en Europe, il n'y a pas un truc stratégique huge qui compense cette race? Parce que les Chinois, ils ont clairement aussi leur programme. Ils ont lancé la semaine dernière. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont lancé? C'est Xavier Niel Eric Schmidt, l'ancienne Google. Oui, mais c'est pas la même proportion en termes de 300 millions. 300 millions, c'est rien. Ouais. C'est rien. Hein. Ouais, à peine t'achètes les cartes, hardware pour... Ouais, il te reste combien d'ingénieurs tu recrutes à un salaire d'1 million par an? Je sais pas combien ils sont payés, ces mecs-là. C'est hyper petit, hein. C'est très bien que ça existe, tu vois, mais je pense que ça dépasse Xavier Niel. C'est vraiment, il faut que des États se posent en disant, bon, on est trop entre deux géants. On a quand même des atouts de ouf. Il y a des scientifiques, il y a des universités, il y a des combien de franchises chez OpenAI? Il doit y en avoir. Hein. C'est sûr qu'il y en a. On y a, il y en a beaucoup. Hein. Je crois que dans les boîtes de Silicon Valley, les boîtes de tech, il y a 100% des boîtes où il y a des Français. Oui. Voilà. Et haut placés. Et en IA, il y a beaucoup de Français. Et en IA, les écoles de mathématiques françaises sont parmi les meilleures. Donc, tu vois, on a tout pour réussir. Il y a tout. Sauf la vision, le cash, comme d'hab. On a toujours le même problème. Exactement. Mec, c'est le cash. Hein. On va pas en reparler de ça, mais à un moment donné, quand t'as la machine, enfin la planche à billets... Ils investissent combien? 50 milliards. Et pour moi, c'est juste un chiffre, c'est rien, Paul. C'est juste un chiffre. Est-ce qu'on imprime 10 ou 20 milliards? Pour eux, c'est rien du tout. Et c'est stratégique. Et finalement, c'est le monde qui finance tout ça. Mais clairement, l'avantage concurrentiel des États-Unis, c'est la monnaie. La monnaie permet d'attirer les talents. Oui, c'est même nos impôts. Oui, même nos impôts qui financent ça. Bien sûr. C'est-à-dire que les grandes écoles, à un moment donné, avant d'arriver à des grandes écoles qui sont payantes, tu as tout la République qui a payé les meilleures écoles. Absolument. De nos meilleurs ingénieurs. La France s'endette pour créer les meilleurs talents scientifiques. C'est ça. Pour que derrière, les US, avec leur planche à billets, ils arrivent à la fac, tu vas aller faire Harvard, Stanford, etc. Et ils vont garder ces mecs-là en PhD, ils vont sortir toutes les innovations. Oui, mais en vrai, c'est toute la France qui les nourrit. Quand tu dis que, bien sûr, c'est clairement... Et pire que juste l'argent qui est investi dans ces cerveaux-là, c'est aussi tout l'héritage de la France. Parce que tous les professeurs qui sont là, qui les ont formés avec leur tradition scientifique qui existe, avec toute la culture qu'il y a, c'est plus que l'argent, ça. C'est irremplaçable. Et ça, bam, ça part à l'extérieur. Mais ce qui est fou, c'est que quand tu dis... Les Américains, ils peuvent appuyer sur un bouton et injecter 10 milliards ici, 50 milliards, Ukraine, sciences spatiales, sciences nanani nanana. C'est vrai. Mais ils peuvent, ils ont une différence, ils peuvent prendre peut-être 20 paris pour le futur. Le pari Tesla, le pari SpaceX, le pari IA, etc. Nous, quand on en prenne un ou deux, tu vois, avec du vrai money qui n'est pas forcément que de l'impression, tu vois, genre, prenons un ou deux en se disant, ok, on va se spécialiser dans ça et on veut devenir... Tu vois, comme la Suisse a dit, moi je veux être dans le pharma numéro 1, et j'ai 2-3 paris, je suis pas partout bonne, tu vois, je fais pas de la voiture, et derrière tu défenses tout le monde sur quelques sujets, mais il n'y a pas cette prise de pari. Ça c'est le côté état stratège. Exactement. Que la France a fait dans les années 70. Oui. Le nucléaire. C'est un pari monstrueux. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, on a les dividendes du nucléaire, jusqu'aujourd'hui. Absolument. Mais aujourd'hui... Elle est où cette prise d'initiative, tu vois? Il n'y en a plus, parce que les hommes politiques, aujourd'hui, sont plutôt à la recherche du court terme que du côté stratégique. Parce que tu le payes à un moment. Déjà, attends, on ne va pas parler politique. Hein. On est des start-upers, on est des... Oui, mais c'est notre vision d'acteur dans le marché. Moi, je pense que le quinquennat, c'était une connerie. Ouais. Ah, vraiment, tu vas loin. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis désolé. Tu peux rien faire en quinquennat. Tu travailles que 3 ans. Les Américains, c'est 4. Hein. Et ils arrivent à faire des trucs. Ouais, mais parce que tu sais... Mais je vais te dire pourquoi. C'est l'establishment aussi. Mais non, mais parce qu'ils déjà ils ont le cash. Et qui est-ce qui dirige les États-Unis? C'est pas les hommes politiques, c'est les lobbies. Que ce soit les démocrates ou les républicains, c'est toujours la même chose. Oui, c'est les groupes d'influence. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je suis désolé, quand t'es président de la République, en 5 ans, tu fais pas grand-chose. À peine en 5 ans, tu commences à voir ton truc, machin, ça commence à donner quelques résultats. Tu bosses que 3 ans, en vrai. Mais oui, tu bosses que 3 ans. Tu bosses que 3 ans. T'es embordé. À peine t'es embordé que tu sors. T'es embordé, tu sors et tu peux pas révolutionner une entreprise de 60 millions de personnes, mec. Oui, mais ok, moi, je pense qu'il faut 2 fois 7 ans pour commencer à avoir un truc. C'est ce qu'on avait avant. Ouais. Voilà. Ouais. On va y revenir. Une demi-génération. Ouais. Mais est-ce que tu as vraiment... Est-ce que c'est le seul paramètre? Parce que tu as aussi tout l'appareil autour du président, les hauts fonctionnaires, tu vois, eux aussi participent un peu à la stratégie, tu vois, c'est eux qui remontent les idées, eux ils sont là dans la continuité parce qu'ils sont... Maintenant ils sont chez OpenAI, mec. Ouais. C'est triste à dire, mais l'intelligence française va dans le privé. C'est la réalité. Oui. Regarde le nombre de ministres, de grands députés, enfin tous les politiques
qui sont jeunes et qui ont goûté au pouvoir, ils sont tous partis dans le privé, mec. Patron de banque, patron d'entreprise, patron du lobby, machin, etc. Ils sont tous dégoûtés de la politique. Ils préfèrent aller se faire des gros billets ailleurs. C'est normal. C'est trop dur, la En politique. tout cas, c'est une grosse limite. Le fait de ne pas parier, ça veut dire que je prends l'Allemagne dans 20 ans, 30 ans, quand on passera le cap de... C'est interdit de vendre des voitures qui ne sont pas électriques. C'est quoi la taille de l'économie quand ils n'auront pas la pole position en électrique, parce que tu auras Tesla et puis tu auras le numéro 1 chinois en numéro 2. Et du coup, tu n'as pas parié sur ça et tu te retrouves... Tu n'as plus Ariane Espace. Rassem, tu poses une question qui est hyper intéressante, parce que tu es en train de dire, étrangement, les lois européennes qui passent ne servent pas l'intérêt des pays de l'Europe. C'est pas moi qui le dis, hein. Les Allemands le disent eux-mêmes. Mais tu es en train de le décrire. Mais mec, attends, je vais te dire un truc. Quand les États-Unis avaient une position négative sur la crypto, l'Union européenne avait une position positive sur la crypto. Quand les États-Unis ont eu une position positive sur la crypto, l'Union européenne avait une position négative sur la crypto. Et donc ? Mais en fait, tu vois la dissonance. C'est que quand les États-Unis identifient un pari comme étant le pari de leur développement, l'Europe s'auto-sabote sur ce qui pourrait être un pari du développement. Et on se pose la question, l'Union européenne, aujourd'hui, les lobbies vont à l'encontre des intérêts de l'Union européenne. Et donc les lois qui sont votées au niveau de l'Union européenne sont plus là pour freiner l'Union européenne dans son développement, pour laisser la place peut-être aux États. Ben peut-être, je te le dis. Les lobbies, non, mais toi, c'est quoi tu vas plus loin que moi. Mais moi je dis juste, peut-être que ça freine pas, mais au moins ça fait pas avancer. Complotiste. Ouais. Je suis pas du tout complotiste. Je suis pas du tout complotiste. En quoi c'est... T'es sur Facebook. En quoi c'est logique Non mais en quoi c'est logique de bloquer l'industrie automobile allemande? Mais pire que ça. Non, mais alors qu'on sait que le leader, il est américain, bordel. Et plus loin que ça, en quoi c'était logique de bloquer le nucléaire quand aucun l'Europe sens. dépendait entièrement d'un gaz. C'est clair. C'est quoi le sens de bloquer le nucléaire? Ça n'a aucun sens. Ouais. Voilà, bon, bref, on va pas en parler, on va parler politique. Hein. Et si on C'était le segment politique. C'était le segment Facebook politique. boomer. Non, le sujet c'est We Crashed. We Crashed, mais attends, je voulais rentrer dans le côté complotiste. Vas-y. T'as vu la vidéo de l'avion du MH370 qui disparaît Ah non, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? C'est récent ça? Encore? Putain, les mecs. C'est sur quel forum ça? C'est sur quel groupe Facebook ça? Sur Twitter. Non, c'est un Telegram Channel. C'est un Telegram Channel. Non mais attends, sur Twitter, il y a une vidéo qui est ressortie, qui a été postée en 2014. Ah, truc malaisien là? De Malaisie? Ouais. Ah oui. Sorti en 2014, où tout le monde a dit c'est bullshit, machin. Et en fait, il y avait 3 vidéos qui étaient sorties, et les 3, en fait, quand tu les mets les unes à côté des autres, en fait, elles se calent bien, tu vois. D'accord. C'est pas possible en 2014 de sortir un truc aussi avancé. Bref, ces vidéos ont été supprimées de YouTube, machin, et puis c'est ressorti récemment, là, il y a quelques semaines. Sur Twitter. Et t'as Kim.com sur Twitter qui a relayé le truc. Tu vois que c'est Kim.com? Bien sûr. Ouais. Qui a relayé le truc, il dit putain, c'est chelou ce truc-là, machin. Et en fait, apparemment, honnêtement, j'ai pas envie d'en parler. C'est segment complot. Mais vas-y. C'est segment complot de ouf. Déjà Kim.com, on est dans le. Déjà là, on va se faire kicker de YouTube. Attends, lui, il est toujours pas en prison, lui. C'est bizarre, hein? C'est qui Kim.com? C'est le mec qui a inventé Megaupload. Les gars, Megaupload. C'était le plus gros site. C'est grâce à lui que j'ai maté tous les films. C'est ne m'arrêtez pas, s'il vous plaît. T'étais pas en France. Non, mais aussi quand j'étais en France, c'était dur. Du coup, en fait, je vous décris la vidéo. Je mettrai un lien dans la vidéo. Non, mais pour que vous voyez. Mec, moi je voulais faire une émission tranquille et tout, finir fichier S, complotiste et tout. On peut pas parler d'extraterrestres? Si, on peut, vas-y. Ah, ça parle d'extraterrestres? Mais bien sûr. Ah, vas-y, c'est bon. Mec, segment extraterrestre. L'avion, tu le vois comme ça. Et puis il y a 3 orbes qui apparaissent autour de l'avion qui commencent à tourner avec un pattern particulier. C'est pas une blague. Magnifique. Et, je vais regarder ça. Et puis l'avion continue. À un moment, pouf, il disparaît avec un flash. Mais c'est le fameux avion où on sait. Personne l'a trouvé. Personne ne l'a trouvé, personne ne sait où il est passé. C'est la folle cette histoire quand même. Hein. Moi, c'est juste what the fuck. Je pense pas que ce truc soit vrai.
Enfin, je dis ça parce que je veux pas passer pour un complotiste. Mais deep inside, j'aimerais bien que ce soit vrai, mais ça, ce serait ouf. C'est comme GPT-5, ce truc. mais ça commence à prendre de l'ampleur sur Twitter. Parce que ça fait 3 semaines que le mec qui fait une enquête sur le MH370 ressort ces trucs-là et dit « Ah ouais, on a d'autres angles. » Et en fait, les autres angles, en fait, ils se calent bien. Et là, je crois que c'était il y a 3 jours, t'as Kim.com qui retweet ce mec-là et qui dit c'est quoi cette histoire, machin, enfin c'est bizarre. Enfin bref. Mais toi qui aimes les extraterrestres, et toi aussi qui aimes les extraterrestres, je vous partagerai le truc, comme ça vous allez voir un petit peu. Stylé. C'est le meilleur segment ça. Ah, c'est pas mal. On va faire plein de vues avec ça là, c'est incroyable. On va faire un short. Vrai. On va faire un short sur ça. Mais grave. Non mais dans l'actualité, parce que ça fait longtemps. Et le premier épisode il date. On a pas tenu le timing. 2 semaines. C'est vrai. Du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Et faillite de WeWork. Ah ouais, la faillite de WeWork. C'est spectaculaire. Ouais, en spectacle. Tout le monde le savait, mais c'est beau. C'est beau. Franchement, c'est beau, c'est un joli feu d'artifice, mec. C'est vrai, c'est un très beau feu d'artifice. Et Adam Newman va racheter WeWork pour $1 symbolique. Et... Impossible, hein, mec. Il a levé combien avec... Il a pris combien? Il avait pris 1 milliard. Il a pris 750 millions de $. dollars. Oui, il a 750. Et là, il a relevé 350 millions de dollars avec Andreessen. Ouais. Alors, j'ai lu une analyse sur celui qui va reprendre WeWork en disant les métriques, les économies. C'est l'agence La Forêt, mec. Il serait visionnaire s'il faisait ça. Il serait visionnaire parce qu'en fait, l'analyse dit ok, les mecs, les economics de WeWork étaient flingués. Parce que eux, ils avaient un truc Community Adjusted EBITDA. Ouais. Ils ont créé une métrique, ils ont enlevé tous les investissements lourds qu'ils ont mis. Ils ont dit non, mais ça rentre pas dans les. Ils mettaient même pas le loyer. Hein, ils mettaient même pas le loyer. Ils mettaient pas le loyer. EBITDA avant le loyer. Avant le loyer. Et du coup, le mec a dit en fait, pourquoi ça faisait pas sens? Parce qu'ils investissaient tellement d'argent dans les WeWork, parce qu'ils sont canons les WeWork. On va pas se mentir, il y a aucun équivalent de WeWork. C'est vrai. L'art qu'il y a dedans. On commence à en avoir maintenant en France. Non, mais je parle en qualité. Les nouveaux bureaux. Je parle en qualité. Les mal. WeWork, c'est toujours plus haut de gamme que tout ce que tu vois. Et en fait, moi je comprenais pas. À chaque fois que je rentrais dans l'image, je me dis ça donne envie en fait. Et le truc, c'est qu'ils ont surinvesti en designer d'intérieur, en matériel, en tout. À un point où ça faisait pas sens économiquement, tu vois. Tu peux pas rentabiliser. Mais maintenant que les investissements sont faits et que le parc immobilier est installé, tu l'achètes à €1. Maintenant que tous les mauvais investissements ont été faits et que tu as un bijou, ça fait sens maintenant. Je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Ils ont des baux sur des immeubles à des prix scandaleux. Oui, mais eux ils vendent cher aussi, WeWork. Hein. Ils vendent très cher. Même en vendant cher. En vendant cher, ils sont pas rentables. Sont scandaleux. Oui, mais parce qu'ils investissent lourdement en fait. Rassam, tu sais ce qu'ils faisaient? Ouais. Ils allaient voir le propriétaire de l'immeuble, ils disaient on te retape l'immeuble. Oui. Et on te paye un loyer que personne n'était prêt. Oui, mais si tu achètes le truc, tu vas renégocier. Tu vas voir tous les mecs. Tu dis, les gars, c'est en moi qui reprends WeWork. Exactement. Soit tu sors, en fait, soit je renégocie. Soit je romps. Mais en fait, il y a quand même un leverage. Parce que le propriétaire de l'immeuble Prime et compagnie, il va lui dire. Non, mais en liquidation, tu peux rompre. Mais même en liquidation, il va lui dire mais attends, tu veux reprendre WeWork, mais tu vas pas lâcher ton immeuble principal le plus machin. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a quand même certains en leverage. Ok, je pense qu'il y a 3 catégories. Il y en a qui font sens malgré le prix très cher parce que c'est bien positionné, machin, etc. Okay. Il y en a qui font aucun sens, même si tu renégocies, c'est de la merde. Et il y en a, ça fait sens, mais ça fait pas sens, mais il a un leverage sur toi et tu dois l'accepter en fait. C'est une très belle opération de reprise à la Bernard Tapie. Exactement, où tu tords le bras de tous les trucs. Tu viens, tu romps les baux et tu renégocies. Et tu renégocies et tu dis voilà, je te payais, je sais pas moi, je te payais 5 millions en loyer, là je te paye 1 million et si tu veux pas, c'est pas la peine, tu reprends ton immeuble, je récupère mes invests, je récupère tous mes meubles, tu récupères un truc délabré. Ça va être Accor. Ça va être groupe Accor. Peut-être. Ouais, ils ont des Wojo, etc. Ils ont déjà cette activité. Ils ont Worklib. Ils ont un truc qui s'appelle Worklib. Ce serait beau, hein ils font ça. Putain, c'est vrai que Sébastien pourrait... C'est le groupe Accor. Tu vas dans un Wojo aujourd'hui, ça n'a rien à envier à WeWork. Ce serait top qu'ils reprennent ça. Ils ont le cash, ils savent le faire. Voilà. Ils vont renégocier les baux. De toute façon, derrière, tu vas les vendre à qui après? Mais attends, mais aujourd'hui, WeWork, ça vaut combien? 500 millions? 0. 300 millions? 0, c'est fini, 0. Ouais. Ils sont en liquidation aux États-Unis. En France, ça fait 10 millions de chiffre d'affaires pour 60 millions de pertes. Putain. Ça vaut quoi? C'est fini. Voilà. Donc, tout doit être renégocié, tous les contrats. Combien t'as dit en France? 10 millions de chiffre d'affaires pour c'est ça, je crois que j'ai lu ça sur French Web. Que 10 millions de chiffre d'affaires. Que 10 millions, ouais. Ils n'ont pas non plus beaucoup de buildings en France, hein.
Si, je crois qu'ils sont qu'à Paris quasiment. Qu'à Paris, ouais. Quasiment qu'à Paris. Ouais, ils ont la majorité. Ouais, ils ont plein de trucs. En fait, ils en ont une dizaine. Hein. Ouais. Une dizaine. Hein. Bah, tu vois, c'est 5 millions de loyers par. 10 Otakos. À Otakos, ça fait 1 million par an. 10 Otakos. Il y en a 250 Otakos. Il vaut mieux avoir 10 Otakos. Mais Otakos, c'est de l'EBITDA. Ouais, Otakos, il y a les bidas, t'as une clientèle, voilà. C'est con à dire. Hein. C'est ouf. WeWork, ça vaut 10 Otakos. Même pas, parce que ça perd de l'argent, quoi. Ouais, même pas, ouais. En CA, ça fait 8. Ouais, et ça perd 60 Otakos. Ce qui C'est ouf. Ce qui est ouf, c'est que Newman, avec tout ce qu'il a fait, il a tellement gagné en image, en notoriété, etc., que les gens reparient sur lui. Ouais. Bah ouais, Comment expliquer ça à des gens qui regardent, disent mais putain, mais il a craché une boîte entière. Il a craché, mais qui a perdu de l'argent, non? Qui a perdu là? Bah, SoftBank. SoftBank. C'est les Saoudiens. Les Saoudiens, mais ceux qui sont arrivés bien au début. Ah bah, ils ont gavé, bien sûr. Voilà, c'est le dernier qui est arrivé, c'est comme Instacart. Hein. C'est le dernier qui a tout perdu, les premiers sont gavés. Et alors, c'est quoi les news d'Instacart? Parce qu'Instacart, ça touche un petit peu la belle vie en termes de business. Bah, ça arrivera, oui, mais c'est des business qui marcheront qu'aux États-Unis ou dans les pays où ils sont pas très food, où c'est ok d'avoir des gens qui gagnent bien leur vie et qui se font livrer par des gens qui vont faire tes courses et te livrer pour pas cher, où il y a beaucoup de précarité. Et Instacart aujourd'hui, c'est devenu une boîte de pub. Hein. Voilà, ouais, bien sûr. Leur plus gros chiffre d'affaires, pas le plus gros chiffre d'affaires, mais tout leur EBIT et leur rentabilité est basé sur la publicité. D'accord. Ils font de la publicité. C'est un média. C'est un média. Et tu vas sur Instacart, ça va être le supermarché du coin qui va faire de la pub. Son budget tête de gondole, il va le diviser en deux, il va le mettre sur Instacart. Et sur la belle vie, tu fais pas ça? Pas encore, non. Tu devrais. On a le potentiel énorme sur la belle vie. Bien sûr. Déjà, on est à Mais l'équilibre. je me posais la question parce que tu sais, sur la partie promo, parce que je suis un grand consommateur de la belle vie. D'ailleurs, il n'y a plus de Wagyu. Ce serait bien que tu fasses le refill. Tu manges moins de viande, c'est pour ça. Sur la partie promo, je me posais la question, est-ce que les gens qui sont dans les promos ont signé des deals avec vous? Oui, ça arrive. Ouais, ça arrive. Il y a des deals sur la partie promotion, donc ça, on en fait très régulièrement. On va avancer pas mal dessus l'année prochaine. Et on a commencé à mettre du retail média offline avec des espèces de coupons promo, de la pub dans nos sacs. Il y a tellement de choses à rentabiliser encore. Non, mais le plus dur, c'est d'avoir un squelette rentable. Non, mais mec, Amazon, ils ont le programme Amazon Vendors. C'est un truc de malade. En fait, j'ai appris comment Amazon faisait de l'argent, en fait. Bien sûr. Amazon ne fait pas de l'argent en prenant des cuts sur les ventes. Ils font de l'argent en saignant les vendeurs. Saignant les vendeurs, AWS. Non mais j'enlève, je parle de Amazon. Sur les vendeurs, comme Uber. Ah non mais c'est un truc de malade. Parce que déjà de 1, quand tu te fais accompagner par Amazon Vendors, ils te disent bah t'es obligé à partir du moment où tu fais un certain nombre de chiffres d'affaires, sinon on te cut tes produits. Ils peuvent te désactiver la page de tes produits. En gros, le produit est là, mais tu peux pas acheter. Et derrière, ils vont t'assigner une personne que tu dois payer 60 000 balles l'année. Oui. Un truc comme ça. Donc la personne, elle leur coûte 60 000 balles l'année, mais en fait, elle gère 5 ou 6 clients. Ouais. Et en fait, elle leur rapporte déjà entre 400 000 et 500 000 euros en gérant des vendors, en fait, des distributeurs. Ensuite, derrière, ils vont lui dire, écoute, si tu veux être bien mis en avant, faut que tu achètes de la pub. Donc le budget minimum, c'est, je sais pas moi. C'est comme le truc Ponzi où tu dois payer pour rentrer et vendre tes produits, quoi. C'est exactement ça. En fait, en gros, une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage et que tu commences à faire un certain chiffre d'affaires chez Amazon, tu es obligé de prendre tout le setup pour continuer à faire du chiffre d'affaires. Et ils ont une totale. Ils rentabilisent bien. Ils ont une totale largesse et largeur pour dire je te désactive ton produit, ton best-seller, je te le désactive. Ou ils te le copient. Ou ils te le copient. Ça, c'est encore pire. C'est un autre truc encore. Ça. Ou ils te le copient. S'ils voient que ça marche très bien, s'il y a une boutique qui marche très bien, tu peux voir apparaître sur Amazon des produits qui ressemblent à tes produits. Concurrence. En concurrence. Et t'as pas les adresses de tes clients. T'as pas de CRM. Du coup, si tu débranches, tu peux pas récupérer l'actif principal qui est tes clientèles. J'arrive pas à comprendre comment ce truc-là peut continuer à fonctionner dans un pays comme la France. Booking. Non, mais comment est-ce que légalement ils peuvent continuer à faire ça? Regarde, Booking, ils font la même chose. Aujourd'hui, Booking, ils peuvent dire cette chambre-là, je la veux que exclusivement sur Booking et tu la mettras à tel prix. C'est plus possible. En Europe,
Ouais. Partout dans le monde, ils le font. Ouais. En Europe, c'est plus possible parce que la loi a tranché. Oui, mais ils le font de manière détournée, d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent te dire. Non, c'est fini. Aujourd'hui, tu es un hôtelier en France. Ouais. Tu as la possibilité de vendre ta chambre au prix que tu veux sur ton site et ne pas la mettre sur Booking. Oui, parce qu'avant, c'était. Ils vont vérifier sur ton site. Oui. Et ils pouvaient te désactiver ton. Ouais. Et comme 30% des bookings viennent de Booking.com, bah, ils te ruinent en fait. Absolument. Mais en Europe, l'Europe a légiféré contre ça. Je savais pas, c'est une bonne news ça. Ouais. Parce que les D'ailleurs, hôteliers... j'ai fait une vidéo, un reel sur Booking, les méthodes de salaud de Booking. Ils sont très forts. Hein. Et j'ai décrit tout ce que tu as décrit. Pas mal de vues. Pas mal de vues. Mais par contre, c'est vrai que c'est un truc qui ne fonctionne plus en Europe. Booking n'a plus la capacité de faire ça. Mais voilà, c'est l'abus de position dominante. Et aujourd'hui, quand par exemple tu te retrouves à faire 50% de ton chiffre d'affaires via Amazon et que tu dépasses les 2, 3, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu es obligé de prendre un responsable vendeur et tu es obligé de payer pour continuer à vendre. Parce que sinon, à un moment, ton best-seller, bah, il vend plus sur Amazon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, ils te l'ont désactivé. C'est comme si... Faut de l'Amazon français. Ouais, je sais pas. Ouais, t'es actionnaire, tu devrais dire bah oui, Paul, c'est toi. Non, mais toi, tu fais de la food. Je fais pas que de la food. Ouais, c'est vrai. Je fais pas que de la food. Non, mais tu peux élargir, tu peux rajouter des verticales. Mais dans ce cas-là, tu devrais changer de nom de marque. La Belle Vie, sincèrement, tu resterais là. Tu sais qu'au Maroc, il y a une chaîne de supermarchés qui s'appelle La Belle Vie. Ouais, le Label Vie. Le label Vie. La Belle Vie. Moi, c'est La Belle Vie. Tu vois. C'est le label. C'est le label. Je te jure, à chaque fois, je dis aux gens, au Maroc, c'est au Maroc, je passe avec des gens, Caisse des dépôts et compagnie, je dis j'ai investi dans La Belle Vie. Ah ouais, t'as investi dans La Belle Vie. Le réseau. C'est Carrefour là-bas, c'est Carrefour. C'est Carrefour. C'est Carrefour, exactement. J'étais dans le site de Carrefour. Ouais. J'étais déjà là, quoi. Non, mais c'est vrai parce qu'effectivement, tu fais pas que de la food. Non, tu fais. D'ailleurs, le petit truc que j'avais utilisé pour faire des cocktails, je l'avais acheté chez toi aussi. Tu fais aussi du SAS. Hein ? Bien sûr, avec la grande ép. Ah oui. Oui, ça c'est pas mal. Ça c'est une belle référence. Ça. Ouais. Pour tous ceux qui veulent des produits encore plus haut de gamme. On parle pas, mais on est là, on arrive. Non, je suis tellement fier de ce que tu fais, Paul. Franchement, ouais. C'est gentil, les gars. T'as une bonne position là. Ouais, c'est pas mal. Il est en pole position. Ouais, j'ai toujours été en pole position. Mais PAUL quoi. Ouais, c'est PAUL quoi. Ils comprenaient pas et les gens ils rigolaient. Hey, t'es faute d'orthographe, machin. Ouais. Tu verras dans 10 ans. J'arrive doucement, mais j'arrive. Ah là là. Non, mais la main news qui reste qu'on n'a pas dit. C'est quoi ? Alors, non, moi j'ai oublié alors. T'as oublié ? C'est quoi ? C'est quand même le bull run. Ah, bah oui. On a pas parlé de bull run. C'est que c'est moi qui dois en parler en fait. Bah oui. Bah là, si c'est pas toi qu'on parle. Nous, on s'arrête à bull run. L'analyse, c'est bull run. Achète. Le bull run. Pourquoi le Bitcoin commence à exploser ? On en a parlé ici. Ouais, on en a parlé. Dans l'épisode premier, ouais. Et on a dit ETF, rumeurs, et t'as dit ouais, il y a des petites indications. On va t'arrêter si on comprend pas. Bah, en fait, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, tu as des gens qui prévoient qu'il y a le TF Spot qui va sortir. C'est quoi le TF Spot ? Il regarde mes yeux, il voit le vide. Mais attends, je vais expliquer. Le regard vide. le TF Spot, c'est... Donc, ETF, c'est quoi ? C'est Exchange Traded Fund. Spot, ça veut dire que c'est pas un dérivé. Ça veut dire que derrière, quand tu achètes une part de l'ETF, normalement, en théorie, tu as vraiment l'actif derrière. Il y a un mec qui va prendre un bitcoin et le met dans ton compte. Tu achètes l'équivalent d'un bitcoin, il va acheter l'équivalent d'un bitcoin pour le mettre dans le fond de l'ETF. Donc normalement, il le séquestre pour toi, normalement. Il peut pas jouer avec. Donc c'est pas du futur, c'est pas du machin, il y a pas de. Comme FTX. C'est pas des spéculations. Comme le gars de FTX faisait ça très bien. Non, lui, il y avait aucun bitcoin chez lui. C'est ouf cette histoire. Mais il était supposé avoir 1 pour 1. Il était obligé. Sa licence lui a imposé d'avoir un bitcoin déjà pour 1. Puis c'est bien, ça remonte à pas longtemps, donc c'est bien. Il avait pas de licence, c'était n'importe quoi. Son truc, mais dans ses conditions générales, il disait. Parce qu'il est jugé en ce moment, mais son procès. Ah bah il a été condamné, c'est juste qu'on connaît pas la peine. Aux Bahamas. Est-ce qu'il va faire 100 ans ou 300 ans, on sait pas. Attends, mais moi j'ai une théorie du complot sur ça. Vas-y. C'est qu'en fait, il va pas faire de prison peut-être. Ah ouais ? Parce que c'est pur complot. Hein. Mais on est détente, c'est la fin. Le mec, t'as vu les connexions de ses parents. Il y a toute une histoire autour de ses parents, l'establishment, etc. Et qu'il a financé, c'était le premier donneur des démocrates. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, le mec a été utilisé un peu par le système pour financer.
lui, peut-être qu'il a été un peu pas malin parce qu'il a surleveragé en utilisant l'argent des gens qui n'étaient pas supposés, ces déposants, en faisant de la spéculation avec, quoi, du trading. Ouais. Non, mais attends, mais tu sais que le pire, c'est que via ces investissements, les gens vont récupérer 100% de leurs fonds. Comment ça ? Il y a des spéculations, c'est qu'il a fait des super investissements. Ah oui, en crypto. Il mettait chez tout le monde, en fait. Mais attends, il mettait partout et il a mis dans. C'est sa copine, là. Anthropic. Il a mis dans Anthropic. Ah ouais. Les mecs qui sont derrière. Claude, quand tu mets partout, de toute façon, à un moment, tu touches, quoi. Et en fait, au final, il y a peut-être 100% des capitaux des gens qui vont être récupérés. C'est beau. C'est un Madoff, mais qui redonne l'argent à tout le monde. Comme il est trop con, tu vois, il l'a mis partout, il fait regardez. Ah, ça a marché. Merde, j'y croyais même pas. Non mais j'ai mis dans Google. Merde, c'est magnifique. Non mais il disait à un moment c'est juste une crise de liquidité. Au final, s'il arrive à rendre 100% du truc, c'était la vérité. C'était une crise de liquidité. C'est vrai, que une crise de liquidité. mais du coup, tu disais que quand tu donc on sait pas ça combien il a pris, mais normalement c'est hyper lourd comme truc parce que s'il rend tout. Déjà, c'est un peu moins lourd. Non mais c'est bizarre. Effectivement, s'il rend tout, c'est non, parce qu'il a quand même traversé la ligne rouge qui est d'utiliser l'argent des gens. Il a utilisé l'argent des gens, contrairement aux conditions générales. Donc en fait, tu as tout ce qui est wire fraud, machin. Enfin, il a tout coché. Je pense que le minimum qu'il puisse avoir, c'est 30 ans. Le minimum. Normalement, est-ce que les white collar crimes, donc les crimes financiers, etc., sont plus punis que les blue collar crimes? Ça dépend. Regarde Madoff. Hein. Tu vois, Madoff, il a pris 100 et quelques années. Hein. Mais parce que c'était un truc incroyable. Il voulait en faire un exemple. Il est mort, lui, non? Oui, en prison. Hein. Tout le monde est mort. Ses enfants aussi sont morts. C'est une histoire incroyable. Si on revient sur le sujet... Il y en a un qui s'est suicidé. Un de ses fils s'est suicidé. Et l'autre est malade, est mort de cancer fulgurant. Ouais. Ah oui. En fait, ils ont été impactés par leur père. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il avait un... Ils savaient pas qu'il avait un Ponzi. Ils ont vécu dans l'illusion que leur père était hyper successful parce qu'il était smart. Et puis ils savaient rien faire puisque c'était des gosses. Bien sûr, et il leur interdisait d'accéder à l'étage où il y avait le Ponzi parce qu'il avait genre un business légit. Sincèrement, mec, ça me trop le cul. Ça, et les documentaires, tu dois le voir de Madoff. Sur Netflix, il est hyper bien fait. Comment le mec a réussi à passer 30 ans, je crois, ou 20 ans. Et la SEC, elle a jamais... À un moment, ils sont venus enquêter chez lui. Et il leur a dit vraiment, moi, vous allez enquêter sur moi. Genre, je suis Madoff, quoi. Ils ont dit, ouais, excuse-nous. C'est vrai. Et ils sont partis. Je caricature, mais c'est vraiment plusieurs contrôles de trucs qu'il a complètement passé en s'imposant comme figure d'autorité. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il était connu. Mais c'est pour ça que la blockchain et la décentralisation, c'est des trucs qui vont quand même régler ce genre de choses. Oui, parce que le mec, il a raison. Parce que le mec, en fait, tu venais lui dire, mais attends, tu peux montrer ton historique de trade et en tant que client, tu vois, tu lui dis, est-ce que tu m'as fait 15% par an? C'est ouf. Et il faisait 15% par an. Et il dit, mais montre-moi juste l'historique, je suis curieux de savoir sur quoi t'as mis. Il reverse engineer pour obtenir 15%. Oui, le reverse engineer, c'est qu'il regarde comment il aurait fait des trades pour coller à 15%. Et donc les mecs, ils demandaient un historique, parce qu'ils donnaient zéro reporting. Ouais. Ils leur disaient, mais les gars, si vous me cassez les couilles, sortez. Vous voulez pas de 15%, partez. Mais ne me demandez pas de reporting. Du coup, les gens, ils disaient, ah, c'est bizarre. Surtout les gestionnaires de fonds qui plaçaient chez lui. C'est putain, comment je vais expliquer à mon hiérarchie que lui fait 15% et ils vont me demander comment. Et il leur dit, mais il ne me fait pas chier parce que sinon tu vas sortir. Et du coup, personne n'arrivait à ça. Personne n'osait sortir. Ouais. Parce que tu as 15% tous les ans pendant 40 ans. Ça a duré. C'est le Ponzi le plus long peut-être de l'histoire. 30 ans, je crois. 30 ans peut-être. Ouais. C'est ouf. Et à un moment, il y a des mecs qui ont capté que c'était un Ponzi. Oui. Et parce qu'en fait. Un mathématicien. Non, des investisseurs qui ont capté et qui l'ont racketté. Qui l'ont racketté, ouais. En fait, il y a 4 gros milliardaires qui se sont rendus compte que c'était un Ponzi. Et je pense parce qu'il les a suppliés un an, il n'arrivait pas à avoir autant de flux entrants que de 15% pour tout le monde. Ouais. Du coup, il a appelé des gens, il leur a dit, les gars, je fais couler, mon truc c'est pas ouf, mets chez moi et tu auras 15%, etc. Et les mecs qui ont découvert ça, ils le tenaient. Parce que tous les ans, ils sortaient les 15%. Et du coup, il faisait des levées de fonds dans le monde juste pour compenser les 15% des milliardaires Et il a racketté toutes les familles royales européennes. Ouais. Le mec, un Français qui a fait intermédiaire sur toutes les familles royales européennes, lui a ramené tous les fonds des familles royales. Quand il a découvert que c'était un Ponzi, il s'est suicidé. Par honneur. Parce qu'il se sentait trop mal pour les familles royales, il s'est tué dans son bureau. Non, mais il y avait un mathématicien statisticien qui a découvert que c'était un Ponzi et qui a fait le tour de tous les gros investisseurs et brokers qui ont amené de l'argent chez lui pour leur dire. Et quand il est allé voir ce mec-là, ce Français,
qui lui a ouvert tout le réseau. Il lui a dit, c'est un Ponzi, regardez, voilà, j'ai tous les éléments, machin. Le mec, il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit, si c'est un Ponzi, je préfère ne pas le savoir. Et en fait, le mec, il était en mode, si c'est un Ponzi, je meurs, en fait. C'est tout simplement ça. Et il l'a fait. Il l'a fait, il s'est suicidé, quoi. Et du coup, FTX, c'est aussi un autre Ponzi, mais plus court, on va dire. TikTok grâce à la blockchain. Mais grâce à la blockchain, mec. Mais ce qui a permis de uncover le Ponzi. Ouais. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Tether, qui est l'USDT, qui est en fait le stablecoin dollar de Tether, pourquoi est-ce qu'il tient ? C'est parce qu'il est d'une opacité la plus extrême. Donc ça fait peur ? Non, ça fait pas peur. Les gens ne savent pas. Les gens, ils voient que quand le truc il dépaye, donc du coup, si tu sais ça, t'as peur. Moi, j'y vais pas. Moi, l'USDT, j'en ai pas. Alors que j'ai de l'USDC, j'ai pas d'USDT. J'ai pas d'USDT parce que quand il y a une opacité comme ça dans le monde de la blockchain, c'est que c'est peut-être engineered. C'est la foi qui c'est prime. La foi, ouais. Donc alors que FTX, en fait, ce qui a pour le rappeler, était un des plus gros exchanges au monde. Le deuxième plus gros exchange au monde après Binance. Ce qui l'a fait couler, c'est clairement toutes les opérations on-chain. Ça veut dire qu'on a eu la possibilité de voir. Je pense c'est ça. Mais pas je pense, je te le dis. Il y a Zach XBT, t'as plein de mecs sur Twitter qui ont investigué, qui ont dit ah oui, bah en fait, ce qu'ils mettent comme assets, c'est que des shitcoins à la con. Et du coup, en fait, leurs assets versus les liabilities ne correspondent pas. Ils ont pu lire le truc comme si c'était public. Public. Ben, c'est public. C'est la blockchain. C'est la beauté du truc. C'est don't trust, verify. Et le seul problème, c'est que c'est un petit peu technique, donc tout le monde ne peut pas vérifier. Mais tu as des mecs sur Twitter qui sont les vigilantes qui vérifient, qui font en sorte que... Non, mais c'est beau. Et donc, pour revenir sur l'ETF, donc tu dis ETF, c'est spot, donc c'est pas dérivé. Pas dérivé. Donc il y a un mec qui en face, normalement, met un bitcoin pour ton bitcoin. Achète un bitcoin pour ton bitcoin. Donc, moi je suis pas très bullish sur les ETF spot. Je pense que ça va apporter un peu de valeur court terme sur le bitcoin. Mais en fait, ça risque de diverger le volume de l'actif sous-jacent, qui est le Bitcoin, exactement, à l'ETF, jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à tenir en achat-vente et qu'il y ait plus d'achats que de vente. Et voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'y avoir un détournement des volumes qui sont aujourd'hui faits par les institutionnels à travers des acteurs comme Coinbase et compagnie. Et ces volumes vont être détournés par les BlackRock, Citadel, Arc et compagnie, parce qu'ils vont te délivrer un produit avec un code ISIN qui en fait rentre dans les pratiques traditionnelles des gestionnaires de fortune. C'est que tu as un code ISIN, c'est un International Serial Number, Investment Number, ou un truc comme ça. Et donc en fait, en gros, derrière, tu as la possibilité de dire je vais mettre $100,000 sur ce produit à code ISIN, ou je vends $100,000 de ce produit à code ISIN. Donc derrière, c'est compliant, c'est machin, c'est 100% standard. Et du coup, tu ne vas plus acheter et vendre des bitcoins, tu vas acheter et vendre des titres de ce qu'on appelle un Exchange Traded Fund. Et du coup, en fait, il va quand même y avoir une divergence entre le volume des ETF et le volume sous-jacent du Bitcoin. Donc, tu n'auras vraiment une vraie pression acheteuse sur le Bitcoin que si le volume des achats et de ventes sont clairement disproportionnés en termes d'achat. Est-ce que tu es en train de dire que ce sera du coup les institutionnels qui feront le marché et pas le B2C comme aujourd'hui, c'est lui qui fait le marché, quoi. Exactement. Il y a des whales, mais des whales B2C, on va dire. Tu vois, non, mais le B2C, c'est ridicule. Le retail, c'est ridicule. Le vrai argent, il est chez les institutionnels, il est chez les family office. Quand ça devient un spot, quand ils créent un spot. Non, mais le vrai argent d'investissement, il est dans les family office. Mais aujourd'hui, ils sont pas dans le game B2C. Ils sont pas dans le game Bitcoin parce donc le prix est fait par les simples porteurs. Exactement. Qui voient un tweet de Elon Musk qui disent ils s'enflamment. C'est ça. Exemple, donc je pense que ce qui va se passer, c'est que sur le très court terme, le TF Spot va faire exploser la valeur du Bitcoin. Je pense qu'on peut atteindre genre, les 90 000, $100,000. Mais après, on va rester flat. On dépendra surtout des échanges que les institutionnels font. Mais oui, leur thèse. Mais bien sûr, exactement. Tout dépendra de la capacité d'un BlackRock, d'un Citadel, à convaincre ces institutionnels, ces family office, à mettre 500 000, 1 million, 2 millions sur ces produits-là. Et encore une fois, le problème, c'est que, étant donné que ça va se placer sur les ETF, donc sur les titres de l'ETF, ça ne va pas aller directement. En fait, le stock de Bitcoin, il ne bougera pas. Si tu as autant d'acheteurs que de vendeurs, ça ne va pas bouger. Donc c'est ça en fait l'enjeu. Je pense que sur le très court terme, tu vas avoir une vraie explosion de la valeur sur le Bitcoin, mais sur le long terme, tu vas avoir plus de volume sur l'ETF que de volume sur le sous-jacent.
Et du coup, il va y avoir, je pense, une sorte de limitation. Tout dépend de l'effort qui sera fait par les vendeurs de produits pour qu'il y ait une vraie demande qui reste sur le long terme sur le Bitcoin. Aujourd'hui, tu le vois, hein, l'or est vachement manipulé. C'est un produit, l'ETF or est vachement manipulé et ne représente pas vraiment la demande réelle des investisseurs. L'or papier, c'est un des pires trucs qui a pu arriver à l'or. L'or devrait valoir beaucoup plus que ce qu'il vaut aujourd'hui en réalité. Mais comme les volumes d'échange des institutionnels est beaucoup plus gros que l'achat-vente d'or dans le marché de Monsieur Tout-le-Monde, c'est eux qui font le prix. Absolument. Donc quand tu vas acheter ton vrai or, tu dépends de qu'est-ce qu'ils ont décidé comme price tag, quoi. Absolument. Hyper intéressant. Très intéressant. Bon, c'est passé beaucoup de choses en tout cas. C'est beaucoup de choses en 2 semaines. Ouais, 2-3 semaines très intenses. Donc le next épisode, on le fait dans 2 semaines ? Dans 2 semaines, ouais. Dans 2 semaines, ouais. En tout on va cas, attendre vos commentaires, on va essayer de s'améliorer. J'espère que vous avez pris pas mal de choses. Encore une fois, un code La Belle Vie, un code Legal Place et un code Club. Qu'est-ce qu'on achète sur Club ? Qu'est-ce qu'on achète sur Club ? Du papier. Attends. On achète du Cosmos Corp. 15% par an. Attends, on achète du Cosmos il parle-nous de ton Corp. shitcoin, combien il a fait ? Il a fait plus 130% ces 30 derniers jours. C'est beau. C'est un produit C'est mieux qu'un Ponzi. Year to date, il a fait plus 45% si tu fais une stratégie de DCA. Donc en fait, ça veut dire que si tu as commencé à mettre dessus dès le début de l'année en DCA, tu es à plus 45%. Et si tu as commencé à en acheter il y a 30 jours, tu as fait plus 130%. Et si t'as pas fait de DCA, t'as juste acheté le 1er janvier. T'es flat. Ah, t'as retrouvé la valeur de 1er janvier. T'as retrouvé la valeur. Ah. Non, il faut jamais acheter 100% de ta capacité. Sur des produits ultra volatiles comme ça, il faut jamais acheter 100%. Il faut DCA, c'est quoi ? Explique. DCA, c'est dollar cost averaging. Ça veut dire que tu lises ton prix d'entrée. Si par exemple, tu sais que sur l'année, tu veux investir, je sais pas moi, 10 000 euros, bah, en fait, tu mets d'abord 2 000 euros. Et après, les 8 000 euros restants, tu les étales sur 6, 9, 12 mois. Et comme ça, en fait, tu prends toutes les variations. Mais derrière, en fait, tu lises ton prix d'entrée. Prends la moyenne, quoi. C'est juste un terme compliqué pour dire acheter tous les mois ou toutes les semaines, automatiquement, sans regarder le prix. Exactement. Et tu perds pas ton temps à faire des analyses, etc. Tu mets un truc automatique, ça achète. Si tu as une thèse, c'est ça. Si tu as une thèse sur un produit, il vaut mieux DCA. Si tu as une thèse long terme sur un produit, il vaut mieux DCA. Aujourd'hui, nous, on a 2 thèses. C'est l'interopérabilité sur les blockchains et on a sélectionné des actifs de ouf qui aujourd'hui en fait, sont en train de s'exprimer à travers notre COSC. 7 actifs qui cartonnent. Et à côté, on a une thèse, c'est le hedge contre l'inflation, c'est le Bitcoin et l'Ether. Il y a 2 thèses pour nous dans la crypto. C'est un crypto que tu as créé. Ouais, c'est une crypto qui est en fait un panier d'actifs spot. C'est classe ça, non ? C'est spot. On est avec un mec qui a créé une crypto. Ouais, j'en ai plein de cryptos, mec. Ouais. J'ai des milliers de sa crypto, mec. Ouais. Non mais c'est vrai. T'es avec le créateur, quoi. Ouais. Bah oui, et je l'ai mis parce qu'il y avait le créateur. Ah. D'ailleurs, attends. Non mais parce qu'en général, on achète des cryptos, on n'a jamais rencontré le créateur. On le connaît pas parce qu'il est pas doxed. Là, il est doxed à moitié parce qu'il y a la casquette, tu vois. On est 100%. Je pensais voir Satoshi, mais je vois Reda. On est 100% doxed. Et en fait, notre crypto, je pense que sur le prochain épisode, j'en parlerai un peu plus. Parce que je suis en train d'écrire un livre sur ça. C'est sur le stakeholder capitalisme. C'est comment est-ce qu'à travers un actif, on arrive à partager la valeur qu'on crée d'une façon continue et pérenne. Donc, et ça, c'est un très bon sujet pour le next épisode. Et aussi, on parlera next épisode pour faire un peu de teasing sur quel est le meilleur ticket BA qu'on a mis chacun. Ah putain, ça c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Comme ça, on tease un peu parce que. Et puis, si les gens. Ça serait bien que les gens qui regardent nous disent aussi ce qu'ils ont kiffé ou pas dans les commentaires parce qu'on les connaît pas tous. Ouais, laissez des commentaires. Comme ça nous encourage parce que déjà, on a fait 2 sur 2 là. Ouais. Le 3 sur 3, il s'annonce bien. Le 3 sur 3, il est là. Ouais. Mais il faut nous pousser là. Mais c'est vrai qu'on batte les stats. C'est vrai qu'on me demande souvent, en fait, c'est quoi le meilleur investissement que tu as fait ? Chacun tu le gardes. Ouais, on va garder ça pour le prochain épisode. Yes. Merci à tous. Il a de belles histoires, lui. On est très, très content d'avoir fait ce 2e épisode sur 2 épisodes. C'est mieux organisé que la dernière fois. C'est mieux organisé. Et cette fois, on va pouvoir découper en petits morceaux. Et n'hésitez pas à vous inscrire, à mettre un like, un commentaire et dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle sur le prochain épisode.